Salut, c'est Julien Pepperpot. Salut, c'est Pauline. Bienvenue dans ce bilan de fin de saison 11, dans lequel nous allons revenir... Sur la saison 11. Bien joué Pauline, c'est ça. Dans cette vidéo, on va revenir sur chaque épisode de la saison 11, on va donner notre avis, ce que nous on en a pensé personnellement. Pas besoin d'aller dans les commentaires dire « Ah, vous avez tort » et tout ça. C'est un avis, c'est comme vous avez le droit d'avoir le vote. D'ailleurs, vous pouvez aller mettre dans les commentaires quand même votre avis à vous, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, on a fait un sondage cette semaine où on vous a demandé de dire ce que vous avez pensé de la saison. Et on a eu plus de 200 réponses, donc on va aussi inclure ces résultats-là dans la vidéo pour aussi que vous ayez votre voix au chapitre. Vous les verrez en bas, là, des graphiques, tout ça, ça va être... Et c'est moi qui monte cette vidéo. Et si on commençait direct par l'épisode 1 The Woman Who Felt Worse. Merci de le dire. Donc Pauline, que se passe-t-il dans cet épisode? Eh bien, le docteur tombe sur Terre et elle rencontre ses compagnons. D'accord. Fin. C'est un épisode que j'ai bien aimé. Alors, quand on l'a vu au départ, on était tellement hypé par le retour de la saison que on a peut-être un peu exagéré sur les notes du HO. On lui a donné 7,3. Ouais, je pense que c'est... Ouais, bon, il vaut 7 quoi. Mais le truc, c'est qu'on a été assez sévère cette saison. Je compare... Enfin, non, je pense qu'on a été juste cette saison. Et que c'était les saisons d'avant, on était peut-être un peu trop gentils. C'est peut-être ça aussi, ouais. Mais c'est vrai que là, le retour du docteur, on commençait à prendre des compagnons, ça faisait quand même un bon paquet de temps qu'on l'attendait. Enfin, bah oui. Déjà, tu avais l'attente depuis la saison d'avant, mais en plus, tu avais toute cette hype qui s'était installée autour avec toute la com qu'il y avait eu. Et du coup, quand ça arrivait, on était tellement contents. On a mis des bonnes notes assez facilement. Assez facilement, ouais, quand même. En fait, le truc, je pense que The Woman Who Felt Worse mérite sa note, mais qu'on a été un peu sévère envers d'autres. Parce qu'en fait, je trouve qu'on a eu cette impression à chaque fois qu'on a revu les épisodes une deuxième fois, et encore plus une troisième fois, que en fait, la première fois, on s'attendait à quelque chose, c'était moins gros, moins épique que ce à quoi on s'attendait, du coup on était parfois un peu sévère sur certaines notes, alors qu'en le revoyant on se dit mais en fait c'était vachement bien. Après moi je trouve que la plupart des notes, on va les voir petit à petit, mais je trouve que la plupart des notes sont assez justifiées. Oui, elles sont justifiées. À quelques épisodes près où je trouve que la note est pas assez haute. C'est ça. Et bon, enfin on verra, on en reparlera quand on y arrivera, mais là 7,3... Après c'est des notes à chaud hein. Oui, déjà c'est des notes à chaud, et en plus... c'est des notes, c'est vraiment c'est quelque chose d'abstrait en fait. Au final, 7,3, ok, peut-être qu'il y aurait eu 6,9, c'était bien aussi, et pourtant... Alors, je pense qu'il mérite 7,3, c'est juste qu'il y aurait eu des épisodes qui auraient mérité d'être... C'est plus ça mon avis. Donc cet épisode pose vraiment les bases de la saison, avec la présentation des personnages et vraiment les débuts de ce qui va faire le fil rouge. On va en parler directement. Moi j'ai du mal avec le mot fil rouge pour définir ça, parce que c'est pas ce qu'on attend d'un fil rouge dans Doctor Who. Ça reste quand même quelque chose qui se suit, quelque chose qui se construit au fil de la saison, donc ça répond à la définition d'un fil rouge. C'est à chaque fois que j'en parle dans les HO, c'est toujours pour parler de l'histoire autour de Grace en fait. Graham, le deuil, Tim Shaw et compagnie. Mais après il n'y a pas que ça, il y a aussi Graham, Ryan... Oui, mais en fait c'est vraiment les histoires des relations de famille qui sont en quelque sorte un fil rouge en effet, mais moi je dis vraiment cette histoire là particulièrement elle est mise en avant dans plusieurs épisodes, elle est la clé en fait, enfin, c'est pas la clé pour tout l'épisode mais elle est fort mise en avant et il y a tout un truc qui se construit autour dans l'épisode, c'est pour ça je pense vraiment que cette partie là c'est la partie la plus cruciale de ce côté famille qu'on retrouve dès le départ en fait pour moi. Et je trouve qu'en fait c'est un fil rouge qui va bien dans le côté de la saison, qui est plus humain. Mais c'est tout l'intérêt de la saison, donc ça paraît assez logique que le fil rouge, ce soit pas un fil rouge épique, ce soit un fil rouge en lien avec la famille. Et donc c'est la présentation des personnages, c'est le début, c'est le premier épisode, mais c'est aussi la présentation de ce qu'est Doctor Who pour cette saison, côté cinématographique, côté esthétique. Que ça soit au niveau de l'image, de la musique, on a déjà toutes les bases, et c'est vrai que c'est beau. La musique, on en pense ce qu'on veut. Elle va bien dans l'épisode et elle va bien dans tous les épisodes. Si on avait eu la musique de Murray Gold sur une saison comme celle-ci, je pense que ça aurait été beaucoup moins efficace. En fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait attention à la musique, enfin qui ont trouvé que la musique était trop absente. Pour moi, c'est pas qu'elle est absente, pour moi c'est qu'elle est atmosphérique. En fait, on est trop habitué à des musiques justement épiques. Par moments, les scènes sont... Non mais on n'a pas forcément cette habitude-là sur la New. C'est de la musique beaucoup plus comme on pouvait avoir sur les classiques. C'est vraiment de la musique d'ambiance, c'est de la musique qui accompagne et qui participe à l'ambiance plutôt que de provoquer elle-même des sentiments. Elle aide l'image à provoquer ces sentiments. Disons que moi j'en avais marre de la musique épique à tout prix de Murray Gold, donc pour moi ça tombait à pic en fait. Moi j'ai ce truc de dire, que ça soit pour les effets spéciaux ou la musique,
on parle de la musique, donc quand je ne l'entends pas, c'est que c'est bien. C'est que c'est bien. Ou quand il y a une absence de musique, si je me dis ah c'est bizarre, il n'y a pas de musique, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Il faut ne pas entendre la musique, il faut être plongé tellement dans le truc que la musique, comme les effets spéciaux, ne te sortent pas de ce que tu es en train de regarder en fait. Mais c'est ça, c'est quelque chose qu'on nous avait reproché sur la saison 9 et 10 dans les HO, c'est souvent on ne parlait pas des musiques, parce qu'en fait on les remarquait pas forcément. Elles étaient bien aussi. Elles étaient bien aussi, mais voilà, je dis absolument pas que Miracle c'était pas bien, c'est juste que je pense qu'un changement était nécessaire, surtout avec un changement de ton comme on a eu là, ça me semble normal. En fait on a plus ce côté, tous les deux, à préférer la musique atmosphérique, la musique qui va accompagner l'image, plutôt que la musique qui va un peu vivre par elle-même en fait. Parce que c'était un peu ça, I'm the Doctor, c'est les gens se disaient « Ah, c'est I'm the Doctor !» Alors que là, le thème de 13 est beaucoup plus discret. Très joli thème de 13. On peut pas le chanter en fait, c'est ça qui... Oui, mais je pense que c'est ça qui gêne beaucoup de gens, ça fait pas des sonneries de téléphone bien en fait. Non mais c'est un peu raccourci, mais ça fait des thèmes qui sont moins marquants en fait, je pense, pour beaucoup de gens. Le problème c'est que là on est en train de parler du premier épisode, mais le problème... Bon, on a le droit de faire un point musique. On veut parler de tout. Alors, on va parler du Docteur dans le premier épisode, mais du coup ça va parler du Docteur sur toute la saison. Et ben on parlera moins du Docteur sur les autres, sur les autres parties de la vidéo. Parce que pour moi, dès le premier épisode, le Docteur est déjà le Docteur. On l'a dit dans le HO et c'est même débile de dire ça. Je me rappelle au début, on disait David Tennant, ça ressemble beaucoup à David Tennant. Et c'est vrai qu'il y a ce jeu... Le côté grimace, le côté en faire trop. Voilà. Mais elle se détache quand même assez vite. Et même dans le premier épisode, elle s'en est déjà détachée en fait. Bah c'est juste que oui, on peut retrouver le fait que ils cabotinent tous les deux, mais c'est quand même pas les seuls docteurs à avoir cabotiné. Dans ce cas-là, on peut dire qu'elle joue comme Colin Baker aussi, par exemple. Si on s'arrête sur le... Bon, ça n'a absolument rien à voir dans le caractère, mais disons que des acteurs qui cabotinent, il n'y a pas que David Tennant. Dès le premier épisode, j'ai trouvé qu'elle s'émancipait en fait des autres docteurs, parce qu'elle a ce côté humain, empathique. Voilà, c'est pas humain, parce que humain, ça a été beaucoup utilisé, je trouve, de façon péjorative cette saison. C'est pas qu'elle est humaine, c'est qu'elle est empathique, c'est qu'en fait, elle prend soin des gens, elle va les voir, elle s'excuse. Elle s'intéresse à ce qu'ils pensent. C'est le docteur de gauche. C'est le docteur de gauche. Le docteur social justice warrior. Très compatissante, elle a vraiment ce côté humain, mais aussi ce côté alien qui va pas tout comprendre. Elle est quand même chez les humains depuis très longtemps, enfin à ce moment-là. Et elle a toujours du mal à comprendre les humains, j'ai l'impression. Elle a toujours ce petit problème. Bon, je prends un peu d'avance, mais genre la scène où elle est dans la famille Diaz dans Arachnid in the UK, c'est totalement ça. T'as pris trop d'avance, ça. Non mais elle est complètement en décalage avec la scène qui se passe. On voit vraiment qu'elle est pas habituée à ce genre de situation. Et je trouve ça très drôle du coup. Par contre, il y a un côté que je trouve un peu dommage, c'est que dans ce premier épisode, elle a un côté bricolo. Et malheureusement, je trouve que c'est un peu dommage de ne pas avoir réutilisé ce côté bricolo plus tard dans la saison. J'aurais bien aimé qu'elle fabrique des trucs de temps en temps, un peu MacGyver, ça aurait été cool. Bon, on va peut-être revenir un peu sur l'épisode en lui-même, puisque là on est en train de parler de quelque chose... C'est normal, c'est le début, mais on est en train de parler de quelque chose de très global. Le méchant, allez, le méchant. Le méchant, non, t'as pas pris le bon exemple, le méchant, parce que le méchant dans l'épisode 1, il est nul. Faut juste le dire, Tim Shaw dans l'épisode 1, on n'éprouve rien pour lui, enfin le mec il est là, tu fais c'est un méchant complètement lambda. Mais en fait avec le dernier épisode j'ai changé complètement ma perspective sur Tim Shaw, donc je préférerais en parler pour l'épisode 10. On parle du premier épisode. Oui, je sais, mais le truc c'est que en fait ça n'a pour moi plus de sens de parler d'un seul épisode en oubliant ce qui va se passer derrière en fait. On ne peut plus parler de Tim Shaw comme on en parlait avant l'épisode 10. Mais dans ce premier épisode par exemple, j'ai un problème avec la temporalité. Oui. Le fait que les choses se passent de manière... on a l'impression qu'en fait, quand le docteur et toute sa team sont quelque part, ne bougent plus, ou quand la caméra n'est plus sur Tim Shaw, alors on dit Tim Shaw, c'est Tim Shaw. Tim Shaw. Tim Shaw. On continue de l'appeler Tim Shaw. Hein. Ouais, Tim Shaw quand la caméra n'est plus sur Tim Shaw, il arrête de bouger en fait. Ça donne vraiment cette impression bizarre. Par exemple, il faut regarder la dernière scène de la grue si vous vous souvenez pas. Il monte à la grue, mais largement avant que le docteur arrive. Et il arrive en haut de la grue, alors que le docteur est déjà aussi arrivé en haut de la grue avec Ryan et Yaz, avec Ryan qui a des problèmes de dyspraxie, ce qui est totalement ridicule. Du coup, il va beaucoup moins vite et on le voit monter super vite. On voit plus la caméra. On revient sur lui, il est toujours au même endroit en train de remonter super vite. Et le problème arrive à plusieurs endroits en fait. Oui, dans cet épisode-là, ouais, ça arrive plusieurs fois. C'est le seul épisode où ça m'a vraiment fait ça arrive dans des épisodes de Doctor Who, bien sûr. Des fois ça dérange pas trop, c'est vraiment... Mais là, c'est tout l'épisode est joué comme ça en fait. Mais il y a un truc que j'aurais aimé retrouver sur les épisodes suivants, mais que j'apprécie énormément sur celui-là, c'est le fait que l'épisode termine par un très gros cliffhanger.
quand ils se retrouvent dans l'espace, on est vraiment... Comment est-ce qu'ils vont se sortir de là? Et j'aurais aimé qu'il y ait plus de cliffhanger comme ça. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on s'est dit, on a vu ça et on s'est dit, ah mais la saison va être trop bien, à chaque fin d'épisode on va avoir un cliffhanger et tout va se suivre. J'aurais adoré ça. Et pas du tout, en fait, ils ont fait ça pour le premier et tu sais pas pourquoi ils en ont pas fait au moins à plusieurs endroits en fait. Je trouve qu'on a aussi pas mal de points qui, comme dans toute la saison, sont amenés sans que derrière il se passe grand chose. Genre le père de Ryan, genre le cancer de Graham. Et plus tard, il y aura, je sais plus... le Timeless Child. Le Timeless Child, enfin, tous ces trucs-là. Des points. Mais ça, moi j'apprécie ça. J'apprécie beaucoup ça. Parce que déjà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'instaurer des choses... Enfin, de réutiliser des choses qu'on a instaurées, je pense déjà de base. Mais surtout, je pense que ce sont des points qui, pour la plupart, vont surtout servir aux prochaines saisons de l'ère Chris Chibnall. Je suis persuadée que Chris Chibnall a déjà... les grands points de toute son ère. Et donc il commence dès la saison 1 à mettre des trucs qui vont lui servir pour la saison 2, la saison 3 de son ère, etc. J'en suis saison persuadée. 10, c'est presque sûr. Ou alors c'est vraiment des points qui disent, je les mets là, si un jour ça me sert, tant mieux. C'est si ça, ça me c'est sert peut-être pas, ça tant aussi. pis. Comme le côté, tu en parles souvent, de Chris Chibnall qui constitue un peu son bestiaire, son univers à lui. Ouais. Et que c'est pour ça que dans cette saison, c'était que du neuf. Mais ça, bon, du coup, c'est notre avis. Ouais. Mais donc on a fait le sondage, ils en ont pensé quoi les gens à peu près? Les gens ont donné une note de 7,3 sur 10. Et nous, Ah, du coup, on a mis 7,8. On a mis 7,8 nous? Ouais. Tout à l'heure, t'avais dit 7,3. Putain, je me suis gouré entre chaud et moyenne. Et donc pour la plupart, le point fort, bah, c'est la Team Tardis. Ouais. Et le point faible, bah, c'est Team Shaw. Étonnant! Donc globalement, exactement le même avis que nous en fait. Mais bien sûr, Voilà. exactement. C'est bien, vous avez bon goût. Et donc du coup, il y a aussi la mort de Grace qui va être le point... Le fil rouge! Le fil rouge. Et donc du coup, bah, pour continuer vers ce fil rouge, on va prendre le fil rouge, on va passer comme ça. Et on va aller à l'épisode 2. The Ghost Monument, j'ai pas compris cette histoire-là. Et là, déception. Après, c'est petite déception. Je pense que c'est quand même l'épisode que j'ai moins aimé de la saison. Quoique avec Tsuranga, j'ai un peu du mal, je les mets à peu près au même niveau. C'est les deux épisodes, ouais. En fait, en gros, on part d'un point A pour aller à un point B où il y a une action, point C, il y a une autre action, point D, une autre action, et fini. Et je trouve ça dommage, surtout que les actions ne sont pas vraiment pas parfaites. La première, c'est traverser une mer où il se passe absolument rien au final. Ouais, j'aurais bien aimé qu'il se passe des choses sur la mer. J'aurais bien aimé qu'il y ait plus d'épreuves, peut-être, les raccourcir, mais qu'il y ait plus de trucs différents. Je pense que ça aurait donné plus de punch et que l'épisode aurait été plus intéressant, même en restant juste aller d'un point A à un point B. Après, on parle d'épreuves parce que c'est ce que nous raconte l'épisode. Enfin, c'est comme ça qu'on ressent l'épisode. Non, mais c'est quand même plus ou moins ce que dit le mec. Vous devrez passer par ça, et par ça, et par ça. C'est quand même passer des épreuves, tu vois. Et le truc, c'est que je trouve qu'on dirait juste par mon... Enfin, genre, quand il passe sur l'eau, on dirait juste qu'il se balade. J'aurais bien aimé qu'il y ait une menace sur l'eau. C'est une balade, hein, de toute façon, sur l'eau. Après, on a les sniper bots, parce que j'étais parti sur mon compte. Les sniper bots qui sont... des robots qui savent pas tirer. Alors après on va dire, ah bah ouais mais ils étaient juste en réinitialisation, c'est des robots, enfin dès que tu les réinitialises, ils sont censés être parfaits. Dans l'épisode final ils reviennent et c'est exactement le même problème en fait. Genre t'as un robot qui va te tirer dessus, tu t'abaisses, ils s'entretuent tous, non c'est pas possible. C'est un point vraiment que j'aime pas, c'est pareil par exemple avec Star Wars ou des trucs dans le genre, où t'as les trucs, les Daft Punk là. T'as les Daft Punk qui tirent et ils touchent jamais personne. Et les autres, quand ils leur tirent dessus, ils les touchent directement. Et il y a un problème. Ils sont censés être bons en fait, que ce soit les Sniper Bots ou les Stormtroopers. Donc, le troisième, c'est dans le sous-sol et quand ils remontent avec les torchons là qui volent. Et où ils t'ont introduit un cigare qui explose directement. Tu dis, ah bah ouais, cigare qui explose quoi. Enfin, tu sais qu'il va exploser un moment. Non mais en fait, je trouve quand même que cette partie-là, je trouve que c'est quand même la meilleure partie sur les trois. Parce que c'est quand même... C'est celle où en fait je m'attendais à plus de trucs comme ça dans le reste de l'épisode. Parce que là on sent quand même une vraie menace. Et j'aurais aimé qu'on sente plus ce genre de menace sur l'eau avec les snipers. Disons que moi je suis pas... Enfin t'as des torchons volants. Moi je trouve pas ça menaçant. Et au final elle retrouve son Tardis. C'est un truc que j'ai trouvé dommage avec cet épisode. C'est que dans l'attente on lui montre que le Ghost Monument c'est le Tardis. Je pense que ça aurait été plus intéressant si par exemple il y avait que le docteur qui voyait, que nous on le voyait pas. Et du coup on est resté quand même que le docteur ne disait pas que c'était le Tardis quoi. On se dit mais est-ce que c'est le Tardis? Est-ce que c'est un autre truc pour se téléporter? C'est très simple en plus, enfin, c'est vraiment
un plan où on voit le docteur qui regarde. C'est bizarre ce truc de devoir donner trop d'informations à la personne, enfin au téléspectateur, je trouve. C'est ça. En fait, le docteur regarde, et là, son regard s'illumine, et nous, dans notre tête, on se dit, bah c'est le TARDIS, mais on peut pas être sûr à 100%. Et à la fin, quand elle le retrouve, du coup, oui, c'est le TARDIS. Et je trouve que ça aurait rajouté un plus à l'épisode, mais vraiment un gros plus, en fait. Honnêtement, pour moi, même ce qui aurait été le mieux, ça aurait été carrément que le docteur ne voit rien. Et que ce soit le docteur qui se fasse une montagne sur le fait que ça va être le TARDIS à la fin. Ça aurait pu être Un ça. Ghost Monument qui apparaît de temps en temps, c'est sûrement le TARDIS qui essaie de se matérialiser. Qu'en fait, le docteur réussisse à nous convaincre que c'est le TARDIS, qu'elle réussisse à convaincre tout le monde, et qu'en fait on y est, et que là il n'y a personne, et que là en effet, ce soit justifié le fait qu'elle soit déçue qu'il n'y soit pas. Je pense que ça aurait rajouté beaucoup plus d'impact sur le fait qu'elle est déçue d'elle-même, qu'elle dit j'ai raté, je vous ai déçu. Je pense que ça aurait été super intéressant et plus pertinent. Et donc du coup, elle retrouve son TARDIS à la fin, ça c'est bien. Et Bravo, on docteur. découvre le TARDIS à travers les yeux du docteur. Je trouve ça trop bien, le docteur qui découvre son TARDIS, je trouve ça vraiment poétique. Mais nous aussi, du coup, on le découvre. Et moi, personnellement, la première fois qu'on l'a vu, j'étais pas fan des grosses colonnes au milieu. Ouais, j'étais un peu sceptique. En fait, le TARDIS a ce truc de, quand on a un visage au premier plan et qu'on le voit en fond, d'être très beau, puisque bah, il y a le flou. Mais dès qu'on voit le TARDIS, il fait plastique. Je pense qu'on a vu des plans très larges plus tard dans la saison qui étaient très beaux. Et là, en fait, on en a vu un du dessus. Et du coup, ça fait tout. Voilà, alors, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors qu'on a vu des plans où en fait on rentre dans le TARDIS, genre, je crois que c'est à la fin de Kerblam, et puis je crois qu'il y en a un aussi dans le dernier épisode où on est plus bas en fait, et on le voit en contre-plongée, et je trouve qu'il rend mieux qu'en plongée en fait. Il fait moins. Oui, mais resserré, c'est quoi. pareil, dès que t'es plus près en fait, des éléments, ça passe. Ouais, non, mais je veux dire même des plans larges en fait. Je trouve que les plans larges, quand ils sont vus du bas, ça va parce que en fait, comme les colonnes elles reviennent au milieu, quand on les voit du dessus, ça écrase beaucoup le TARDIS, je trouve. Alors que quand on voit du sol, bah en fait, ça ouvre le plafond. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'on voit que cette salle du TARDIS. Oui. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres. Enfin, il y en a d'autres des salles parce que c'est un TARDIS. Mais... On voit pas de porte, on voit pas de. Ouais, voilà. On se dit pas, bah par là on pourrait se glisser, là on voit une grande salle. Sur celui de Capaldi, tu distinguais très bien avec les escaliers, les arches, tu sais que tu pouvais aller par là. Même si tu voyais pas une porte, tu disais ah tu peux aller te balader par là, tu peux faire ceci. C'est ça. Et alors que là ça donne vraiment une impression de c'est une salle comme ça et en fait c'est que ça. Saison 12, j'espère qu'on aura un épisode où ils explorent le TARDIS. Un bien. Mais déjà dans la saison 11 on voulait ça. Je sais. Dans cet épisode on lui a donné une note de 5,9. Bon, ça me paraît justifié. C'est un épisode bien. Voilà, exactement, on va pas en dire plus. Bien sans plus. Les gens sur les sondages ont donné 6,1. 6,1. Ah bah on a été plus sévère. On est plus sévère, on est des Ouais, méchants. pour le moment, en tout cas, sur les 2 premiers épisodes, faudra voir si ça se vérifie après. On a globalement la même note que ce qu'a mis notre audience. Je vais spoiler un peu, on a toujours à peu près les mêmes notes. En fait, Ah ouais, je pense que les épisodes. Mais en fait, je pense que les épisodes qu'on a aimés sont les mêmes épisodes que tout le monde a aimé. Oui, on n'est pas très originaux. C'est pas ça, c'est qu'il y en a qui sont vraiment très bien et donc du coup qui plaisent à beaucoup de monde. Bon après, forcément c'est notre communauté qui est représentée plus ou moins, mais je pense qu'on a quand même une communauté assez variée. Après, on a laissé plein de gens participer, il y a eu des retweets de gens, enfin je sais qu'il y a des gens qui ont participé, qui sont pas des gens qui ont autant accroché que nous à la série. Il y a des 1, il y a des 2, il y a des 3, quoi. C'est une moyenne. Donc ça reste assez varié, mais je pense que du coup, d'avoir quand même plus de 200 participants sur une communauté assez variée, c'est quand même plutôt représentatif, je pense. Du coup, les gens ont aimé la Team TARDIS et la réalisation, et n'ont pas aimé l'histoire et les rebondissements. Oui, bah ça je suis d'accord. C'est vrai que le rebondissement, c'est même pas... Il n'y a pas de rebondissement. C'est un épisode qui méritait plus de surprises. Ah, c'est beau, c'est une belle conclusion, je trouve. Ça va nous permettre de passer à l'épisode 3. Rosa. 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 Non. On a beaucoup trop fait cette blague. Faut arrêter cette avec ça. saison. Moi je sers Rosa. Rosa, tu oublieras le temps où tu étais un enfant. Donc c'est le premier épisode historique de la saison. Et moi, j'adore les épisodes historiques. Ouais, enfin t'aimes les épisodes historiques quand c'est bien fait. Non, je n'aime pas les épisodes historiques. C'était ça la blague, Pauline. Oh là là, on rigole bien. Je suis vraiment pas fan des épisodes historiques. Et là, bah, ça se confirme avec cet épisode complètement nul. Ah, c'était naze, hein. Ah, franchement, c'était du caca. Non, franchement, Rosa, faut réussir à convaincre quelqu'un comme Julien qui s'en tape de l'histoire. Je me tape pas de l'histoire quand même, faut pas exagérer. J'ai du mal avec les contextes historiques. Et disons que ce contexte historique-là est plus intéressant que d'autres. Oui, pour voilà. pour moi. Non, mais c'est aussi qu'il est bien montré parce que, en fait, on peut t'intéresser à n'importe quoi en histoire.
À partir du moment où c'est bien amené. Bien raconté. C'est beaucoup le problème, désolé, ça n'a rien à voir avec Doctor Who, mais je pense que c'est quand même important. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des a priori par rapport à l'histoire, parce qu'ils ont eu en cours d'histoire, juste, faut apprendre les dates par cœur. Quand t'apprends des trucs, tu recontextualises pas du tout. Quand t'es au collège, t'as pas encore entièrement le rapport au temps nécessaire pour vraiment comprendre certains trucs et on t'apporte pas forcément les clés pour le faire, et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la frustration vis-à-vis de l'histoire. Moi, j'étais une frustrée de l'histoire jusqu'à ce que j'ai eu un prof génial. On dirait une émission, les frustrés de l'histoire. Bienvenue dans les frustrés de l'histoire. Non mais en fait, j'ai eu un prof qui m'a convaincu que l'histoire c'était bien, et je pense que Doctor Who peut aider les gens à se rendre compte que l'histoire c'est passionnant. Parce qu'en fait, c'est un truc vachement cool avec Doctor Who, c'est que on peut aller n'importe où. Et le truc c'est que directement on se dit oh le futur ça fait rêver. Sauf que Doctor Who, ça peut aussi se passer dans le passé et dans notre histoire à nous. Et dans notre histoire, il y a déjà plein de choses passionnantes qui se passent. Et quand il y a des épisodes comme Rosa ou comme Demons of the Punjab, ça donne, je trouve, vraiment envie de s'intéresser à l'histoire. Je pense que Rosa, personnellement, j'en ai jamais entendu parler. À l'école ? À l'école. Je sais plus, c'est vieux maintenant. Vous savez, mon âge avancé, l'école c'est loin. Et je pense que Rosa, j'en avais jamais entendu parler. Je pense que j'ai surtout entendu parler de Martin Luther King, et peut-être qu'il y avait une photo de Rosa Parks, quoi, mais même c'était vraiment évoqué. La partition des Indes, je pense qu'il n'y a vraiment pas eu grand monde qui a eu ça au collège ou au lycée. Et en plus, c'est pas notre histoire à nous, c'est pas l'histoire de notre pays. C'est pas l'histoire de notre pays, c'est l'histoire de l'Angleterre, du Royaume-Uni, quoi. Nous, on apprend des choses qui font partie de notre pays. J'ai vu pas mal passer des Anglais qui disaient, à propos de Demons of the Punjab, ce qui est leur histoire directe, quoi. C'est vraiment leur histoire, quoi. En fait, j'en ai quasiment jamais entendu parler, je savais à peine que ça existait. En fait, c'est un peu comme nous et la guerre d'Algérie. Est-ce qu'on a beaucoup de cours sur la guerre d'Algérie ou la guerre d'Indochine ? Pas vraiment. On n'a pas trop envie de parler de ça, en fait, je pense. C'est un peu ça, et je trouve que c'est dommage, et je trouve que c'est bien que Doctor Who permette à des gens de connaître ces histoires-là, de s'y intéresser. On a eu combien de commentaires de gens, des collégiens ou des lycéens, qui nous ont dit qu'ils faisaient un exposé en cours d'histoire ou un TPE sur Rosa Parks et qu'ils allaient utiliser notre vidéo pour s'en appuyer et qu'ils avaient eu l'idée grâce à Doctor Who. Au moins nos vidéos servent à quelque chose, contrairement à celle-ci où on fait que discuter comme des cons. On va continuer de parler de l'épisode, mais on va arrêter de parler du côté historique. L'histoire, qu'est-ce que c'est du coup ? C'est le raciste du futur qui veut tuer Rosa Parks mais qui peut pas la tuer. Qui veut et du coup il veut changer l'histoire. Ouais, il veut dérégler la timeline. C'est quelque chose dans Doctor Who au final. On voit pas souvent en fait. Le plan lui-même est quand même un truc. Je sais pas si ça a déjà arrivé dans Doctor Who. Si, t'as ce début dans Let's Kill Hitler, c'est pour ça qu'ils vont en Allemagne nazie, c'est parce que Mélodie veut tuer Hitler. Mais le truc c'est qu'en fait en 5 minutes c'est foutu au placard comme Hitler. Lol. Non mais c'est déjà arrivé dans Doctor Who, mais je trouve que là j'ai beaucoup apprécié la façon dont c'est bien fait, l'épisode est basé dessus en fait, c'est ça le truc, c'est que l'épisode est basé sur ce changement de petites choses pour avancer en fait. Et c'est l'effet papillon quoi, d'aller changer un petit truc et de changer le cours des grandes conséquences. Oh les rêves de vieux. Question que je vais te poser, pourquoi un raciste du futur ça dérange autant les gens? Pourquoi ça plaît pas aux gens que ça soit un raciste, un humanoïde raciste du futur? Écoute, j'ai pas vraiment de réponse à ça, je pense que les gens n'ont juste pas l'idée que le racisme existe toujours dans le futur, je sais pas, mais ça me paraît logique en fait qu'il y ait toujours des racistes dans le futur et qu'il faut les combattre. Mais ça me semble logique. Plein de gens en fait, oui l'épisode tout ce qu'il dit c'est le racisme c'est mal, mais non, l'épisode ne fait pas que dire ça, il dit plein de choses, il y a toute une histoire derrière, enfin une histoire devant. En plus. Oui, le message est derrière, l'histoire est devant. Et le fait que ça soit un raciste, c'est comme si quand on prend un Dalek c'est un raciste aussi. Oui, c'est ça, c'est juste que là c'est un humanoïde, alors les gens ils se disent ça pourrait être moi, je sais pas, j'avoue que je comprends pas trop. Et t'as tout ce truc du politiquement correct dans Doctor Who qui ressort beaucoup. Alors on utilise cet épisode-là pour en parler, parce que c'est l'épisode le plus politiquement correct. Disons que c'est l'épisode honnêtement le plus engagé, quand même. C'est écrit par Chris Chibnall et Mallory Blackman. Mallory Blackman, elle est engagée. Mais le problème, c'est que moi, quand je vois l'épisode, j'ai du mal à voir ces messages, en fait. C'est parce que ils sont innés aussi. Hein. Je pense que tu touches une corde sensible en disant que c'est parce que c'est un humanoïde que ça gêne tellement. Parce que des personnages racistes, on en a déjà eu plein. Et même aussi des humanoïdes, hein, d'ailleurs. Mais il y en a déjà eu plein dans Doctor Who. Et ça n'a pas autant gêné. Mais là, je pense que comme c'est mis sur une situation concrète de notre histoire, avec un humanoïde,
directement, ça renvoie un message au présent en fait. Mais... Un message fort au présent, et c'est ce qui est voulu de toute façon. Et je pense que c'est aussi ça qui dérange les gens. Mais le truc, c'est que des messages antiracistes, je pense que dans Doctor Who, il y en a quand même eu un sacré paquet depuis 1963. Oui, non, mais ça enfin, les gens le savent, enfin, on leur écoute, apprend par rien. moment, je me demande, hein, quand on voit les Oui, réactions qu'il y a eu sur on n'arrête Rosa, pas de le répéter, donc au bout d'un moment, les gens, j'espère qu'ils le savent, ça. Le truc, c'est que j'essaye de comprendre pourquoi cet épisode-là, et pourquoi même toute la saison a été maltraitée de c'est trop politiquement correct, c'est SJW mes couilles, ça veut rien dire SJW. Du coup, l'épisode en lui-même, bon bah il y a ça, forcément, il y a ce côté militant qui est quand même amené. On peut pas quand même le nier, c'est quand même celui qui le met le plus en avant. Mais c'est pas non plus que ça. C'est pas juste des messages militants, même si il y en a pas mal. Il y a la scène avec Ryan et Yaz derrière la poubelle. Il y a tout le côté Rosa Parks. Mais ce truc. Mais c'est juste que pour toi, ça paraît logique que les gens sont égaux et que c'est pas normal que les noirs soient plus arrêtés que les blancs. Ça te paraît logique, Julien. Mais c'est pas logique pour tout le monde. Mais si, c'est logique. Mais bien sûr que c'est logique, mais c'est pas logique pour tout le monde. Mais même cette discussion est logique. Ils sont pas habitués au voyage dans le temps. Ils arrivent dans une époque où ils se retrouvent avec Rosa Parks et t'as Ryan, il se prend une de ses baffes et tout ça. C'est normal qu'ils aient envie de parler de ce racisme qu'ils vivent même dans le présent en fait. Moi, ça me paraît logique. Il y a des fois, on parle de choses qui n'ont pas besoin de... Enfin, je m'en vais. Vous avez énervé Julien, j'espère que vous êtes content. Hein. Non mais donc je disais, Rosa, c'est pas uniquement que les messages, il y a quand même autre chose. C'est un épisode avec beaucoup d'humour. Ouais, quand Ryan il se prend une grosse claque. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Les blagues sur Banksy, on les entend encore maintenant, elles sont vraiment restées. Enfin, il y a pas mal de petites pointes comme ça qui sont très drôles quand ils vont à la pêche. C'est un épisode avec vraiment pas mal d'humour et je pense qu'en plus c'est fait aussi pour désamorcer le côté très dur de l'épisode. C'est souvent un truc qui utilisait l'humour justement pour désamorcer les situations difficiles et je trouve que là c'est vraiment bien dosé et du coup on a beaucoup d'humour pour compenser le fait que c'est un sujet très dur. Ce qui m'a vraiment plu dans cet épisode, c'est fou, mais en fait moi ce que j'aime dans l'épisode c'est le détail. Alors, en fait les gens en arrière-plan, dès qu'il y a le groupe composé du docteur, Ryan, Graham et Yaz qui sont dans la ville, il y a toujours des gens en arrière-plan qui sont en train de les regarder de façon très insistante en fait. Et enfin, c'est pas que ça, c'est aussi dans les bus, comment c'est filmé de façon à ce qu'on voit toujours white color, je crois, si je me souviens bien. Ou alors le panneau où c'est écrit white only. Et en fait, c'est du détail qui te remet vraiment, qui t'englobe la situation, qui fait que toi aussi t'es englobé, je trouve. Je sais pas si je m'exprime très bien, mais voilà. Mais c'est des choses où, par exemple, les gens en arrière-plan, c'est moi qui te l'avais signalé parce que t'avais pas remarqué au premier visionnage. Et en fait, on les voit pas forcément, mais ça fait une ambiance. Ça nous met dans une ambiance de malaise. C'est un choix de réalisation en fait. Hein. Voilà, c'est un choix de réalisation pour montrer le côté oppressant du fait que. Ça marche très bien. Oui, ça marche très bien. En fait, ça te montre vraiment l'état d'esprit des gens des deux côtés, enfin de l'état d'esprit général qu'il pouvait y avoir dans une ville de l'Alabama à cette période-là. Cette résolution, qu'est-ce que t'en as pensé? Enfin, la résolution en tant que telle, non, mais cette fin d'épisode en fait. Alors, j'ai pas le même point noir que tout le monde, et c'est un point noir que tu m'as signalé. C'est en fait, il y a des gens qui ont dit que c'était la musique. Moi, je trouve la musique m'a pas sorti du truc personnellement. Il y a peut-être juste les premières notes où tu dis hein, et puis en fait, après, je trouve que la musique aurait pu être décalée un peu. Ouais, je pense qu'elle aurait pu arriver. En fait, de laisser la scène où ils viennent chercher Rosa dans le silence. Ça aurait été. Ouais. Et la faire démarrer un peu plus tard, la musique, ça aurait été. Oui, en plus, on l'avait pas dit dans le show parce que je ne savais pas à l'époque, mais c'est la musique de. Black Lives Matter. Exactement. Le truc que j'avais pas remarqué au début et quand tu me l'as signalé, j'étais mais oui, en effet, c'est nul. C'est l'astéroïde Rosa Parks. C'est même pas ça, c'est qu'on l'avait complètement oublié quand on a tourné le show. Parce que c'est tellement oubliable comme scène, alors qu'ils auraient pu faire une scène tellement mieux. Alors, je sais pas si certaines personnes ont regardé les lives qu'on a fait après où j'ai raconté ce truc. En fait, ce qui aurait pu être bien, c'est qu'à la fin, ils aillent sur une planète avec des gens de toutes les couleurs, toutes les formes, enfin des vrais aliens. Des aliens, une planète qui est très loin dans le futur, et où quelqu'un avait un t-shirt Spirit of Rosa, dont on parle dans l'épisode au début, enfin c'est Graham qui dit que Grace avait un t-shirt Spirit of Rosa. Si quelqu'un avait ça aurait tellement eu plus d'impact en fait, on se serait dit, bah ouais, ce petit geste qui aujourd'hui déjà il y a déjà une évolution en fait depuis ce moment-là, a continué d'évoluer jusque dans le futur. Là, l'astéroïde, mais c'est un nom d'astéroïde, des astéroïdes. Les astéroïdes Tardis. Hein. Ouais, voilà, Tardis qui est quelque chose. Enfin,
J'adore le Tardis, j'adore Doctor Who, mais ça reste un élément de fiction à côté de quelque chose de réel en fait. Mais honnêtement, je crois que c'est à peu près le seul truc que je reproche plus ou moins à l'épisode, quoi. Bon, après, si tu chipotes dans les détails, tu trouveras toujours des problèmes, mais ça c'est dans tous les épisodes et même dans tous les films de la vie entière. Il y a un truc dont t'as pas parlé dans le final, c'est quand ils se rendent compte qu'ils vont devoir aller... que c'est eux, rester là. que c'est Graham qui est la personne debout qui va devoir faire bouger Rosa. La tête de Graham, mais c'est vraiment... rien que d'y repenser, je suis... Ouais, moi aussi j'ai le frisson. Et donc notre moyenne globale pour cet épisode, 8,5, qui est la meilleure moyenne qu'on ait donnée. Ouais. Je trouve qu'il mérite plus. C'est des avis à chaud. Et comme en fait c'était pas le Doctor Who auquel on était habitué, bah comme tout le monde on avait quand même des a priori et dire ah bah j'aurais aimé que ce soit un peu plus épique, un peu plus ceci, un peu plus cela, et en les revoyant on se dit mais en fait ils sont juste parfaits comme ils sont. Mais non, putain, je me suis encore gouré. Quoi? Toi tu t'es encore On a mis 8,7. C'est les gens qui ont mis 8,5, excusez-moi. Bon, on reste quand même plus ou moins sur la même longueur Ouais, d'onde, c'est à peu près le même genre de note. Donc les gens, ce qu'ils ont aimé en point fort, c'est l'histoire et la team Tardis. Ouais, ça se comprend. Et ce qu'ils n'ont pas aimé, c'est aucun. Ah ouais? Ouais, mais de très loin en fait. 58% des gens ont dit qu'il n'y avait aucun problème avec cet épisode. Bah parfait, écoute. En fait, je pense que si la musique aurait pu être mieux si c'était une version instrumentale. Ouais, je pense que c'est ça qui a gêné les gens, c'est le fait que ce soit de la pop. Mais je pense qu'avoir la pop, mais sans les paroles, aurait peut-être moins gêné les gens. Eh bien, en parlant de pop, on va faire un pop dans le temps et passer à l'épisode 4. Arachnid in the UK. In the UK. Alors, c'est quoi l'histoire? Bah, en fait, c'est des araignées qui envahissent le Royaume-Uni. Nous, on lui a mis 6,7. Ça me paraît juste. En fait, je trouve que la majorité des résolutions de cette saison sont très bien. Mais alors, Arachnid in the UK, je pense que c'est celle qui m'a le moins satisfaite de toutes. Il n'y a pas de fin. Qu'est-ce qu'elles deviennent les araignées? Donald Trump, qu'est-ce qu'il devient? Alors, Donald Trump... Les déchets? C'est bien, on l'appelle Donald Trump, alors on qu'il l'appelle s'appelle Jack Robinson. Il se présente pour 2020, et que 2020 c'est la prochaine saison, et que du coup, bah, il sera sûrement président des États-Unis la prochaine saison. Ce serait trop fort. Franchement, si Chibnall fait ça, c'est vraiment cool. Il est pas méchant. Il n'est pas... c'est un politicien. C'est un politicien, voilà, qui veut faire... comment dire, je sais pas. Bah, il pense à ses intérêts d'abord, en fait. C'est aussi l'épisode où on voit pour la première fois le Vortex. Rien à voir, mais c'est ce qui est cool. Il est beau. J'aime bien ce Vortex. Parfait, allez. Non mais... non, bah, non. Quand même. Non, mais il y a un moment où ils passent... C'est dans celui-là, je crois, où ils arrivent dans une espèce de grande cavité, et là, il y a plein de tunnels. Et en fait, ça montre vraiment que le thème Vortex, en fait... c'est pas que tu décides un peu où il t'emmène, enfin, c'est un peu obscur ce que c'est le time vortex. Là, c'est vraiment, tu dois prendre des chemins pour aller d'un endroit à l'autre, je trouve ça super cool. Et c'est aussi un épisode, je continue de lire mes fiches, où il n'y a rien d'extraterrestre. C'est vrai. Tout est terrien, tout est... Et c'est assez rare quand même ça dans Doctor Who. C'est vrai, la menace c'est vraiment terrienne, et puis c'est pas genre... Parce que à la rigueur, les Siluriens, on pourrait discuter parce qu'ils viennent de sous terre. Ouais, bon. Mais là, c'est vraiment des araignées normales qui ont juste muté en fait. Bah, en parlant de ces araignées, qu'est-ce que t'as pensé de ces araignées? Je les ai trouvées super belles, mais je sais que toi t'es moyennement d'accord. Je trouve que graphiquement elles sont belles, mais dans leurs gestes, il y a quelque chose qui me dérange. Alors après, je sais pas. Mais je pense vraiment que c'est le fait qu'on n'a pas l'habitude de voir ça à cette échelle-là, et que du coup on voit beaucoup les détails. Et c'est un peu toujours ça avec les insectes en fait, t'as pas l'habitude de voir les détails et c'est assez perturbant je trouve. Mais ça, ouais. je trouve que pour des araignées, parce que c'est très dur à animer du coup des araignées, je trouve que pour des araignées elles sont vraiment très réussies. Ah oui, après il n'y a aucun problème là-dessus, elles sont vraiment réussies. D'ailleurs les effets spéciaux de cette saison... Tous les effets spéciaux sont super beaux. Oh, pas tous, hein, il y a genre le roi Morax, mais le roi Morax en même temps, tu peux pas faire un truc pareil beau. C'est le concept de base était moche. Mais donc, les effets spéciaux au global sont très beaux. Bah on voit qu'ils ont changé de boîte quoi. Et ce qui est marrant c'est qu'en fait ils ont ce côté d'avoir changé tout ce qui est caméra, lumière, enfin ça se voit très bien. Par contre ça se voit aussi que niveau maquillage ils sont restés à peu près au même niveau. Ça se voit sur Team Show surtout je trouve. Mais j'ai aimé aussi le fait que ce soit pas que du CGI, qu'il y ait du maquillage. Bah, c'est Doctor Who quand même. Oui non mais c'est ça, ça a laissé quand même la patte Doctor Who. On va partir sur les compagnons parce que les compagnons sont très importants dans cet épisode. Déjà on voit la famille de Yaz. On voit qu'Yaz aussi quelqu'un de très réservé, très timide au final. C'est toi. Mais par certains côtés, j'avais vraiment l'impression de te voir toi, quoi. Regardez, je lui ressemble un peu, avec ma petite queue. Elle me ressemble un peu, et c'est vrai que on a l'habitude de voir des compagnons à la Clara, très importants, très extravertis. Extravertis, et c'est vrai que ça...
Je me sens représenté. Non, c'est pas vrai du tout. Je me dis, il y a des gens comme ça qui sont très en arrière-plan, et elle sert quand même à quelque chose. Enfin, elle est pas là pour rien en fait. Elle fait partie de cette famille. Elle fait partie de ce qui porte tout le monde en fait. Bah, elle parle beaucoup aux gens. On voit qu'elle utilise vraiment son côté. Enfin, il y a vraiment son côté policière qui ressort quand elle sait comment prendre en charge les gens qui viennent de vivre un traumatisme. Ce genre de choses, elle sait comment leur parler, leur faire dire ce qui les dérange. Elle est prête à se sacrifier, elle est toujours là pour écouter les autres, mais c'est un personnage qui est pas forcément exubérant, c'est un personnage qui parle assez peu, où au final, de temps en temps, elle raconte des histoires, enfin, ça va sortir d'un coup comme ça, elle va dire « Ah bah moi, il m'est arrivé ça », et où tu dis « Bah ok, bah, je sais. » Et elle raconte des moments de sa vie comme ça, et où en fait aussi la façon dont on apprend à la connaître, ça passe beaucoup par sa famille. Et je trouve ça intéressant. Vraiment, je trouve qu'elle a beaucoup de points communs avec toi. Les gens qui ont dit qu'elle était inutile, ça veut dire que moi aussi je suis inutile, tu vois, alors que je suis pas inutile. Mais je pense que... Julien, c'est pas grave. Il y a beaucoup de gens où genre quand c'est nous deux, ouais. Et bah ils vont dire moi, parce que c'est moi qui parle tout le temps, c'est moi la bavarde, bah machin. Ouais, voilà, alors que je suis là aussi en fait. Eh oh. Non mais c'est vrai, rien que dans cette vidéo, bah oui, je suis beaucoup sur Pepperpot, tout le monde le sait, c'est moi qui suis derrière, qui manipule les ficelles. Mais c'est vrai que genre dans cette vidéo, tu parles beaucoup plus que moi, parce que bah t'es beaucoup plus... t'as beaucoup de choses à dire, alors que moi je suis très calme en fait. Mais est-ce qu'on m'enlèverait de la vidéo pour ça? Non, je sers quelque chose quand même, je sers à te donner la réplique, à dire mes conneries. À donner ton avis quand même. Et à donner un peu mon avis, bien sûr. On a donné à cet épisode la note de 6,7. Ouais. Et les gens ont donné une note de 6. Ah ouais. Ouais. Bon, on a plus apprécié l'épisode. Mais après, moi, je pense que l'épisode fait partie de cette moyenne basse, enfin, de la saison. Pas la moyenne basse de Doctor Who, hein, pas du tout. La moyenne basse de la saison, je trouve que je le mettrais dedans, celui. En fait, aussi dans cet épisode, il y a Graham qui retourne chez lui et il y a le fantôme de Grace, et je sais qu'on n'est pas forcément super d'accord. Moi, j'aime pas, je ne veux pas voir les morts. Le truc, c'est qu'en fait, on a un peu cette habitude de Moffat, qui faisait ça sur Doctor Who et sur Sherlock, et où ce côté de Moffat qui fait toujours revenir les fantômes, mais où en fait il y a de l'interaction directe avec les fantômes, mais qui est assez particulière. En fait, c'est en gros les... C'est comme ça que j'ai ressenti la première fois, et du coup cet épisode. J'avais l'impression qu'il y avait cette interaction, puisqu'elle lui parlait. Mais c'est vrai que... Mais il lui parle, mais il parle de la vie quotidienne, en voilà, fait. C'est une conversation de la vie quotidienne. Et en fait, c'est une représentation visuelle de ce qu'on ressent lors de la perte de quelqu'un, en fait. C'est ça. Et c'est vrai que dans ce cas-là, c'est assez bien fait. Et moi, je trouve qu'il y a un truc fondamental qui est fait pour donner cet aspect-là, c'est qu'en fait, à chaque fois avant la fin de la scène, Grace n'est plus là. En fait, elle disparaît sur le plan. Et il y a aussi un autre point aussi dans cet épisode où on n'est pas d'accord, c'est la fin. Oui. Bon. Ce coup de pistolet sur l'araignée, où au final, ce qui me dérange beaucoup, et je pense que ça dérangeait pas mal d'autres personnes aussi, c'est que c'était peut-être le mieux à faire au final. Et c'est le méchant qui vient donner le coup final à cette araignée en train de souffrir. Moi, j'ai du mal à me dire il y avait une meilleure solution. Le docteur était en train de réfléchir à une autre solution, une solution qu'elle aurait jamais trouvée. Je pense que de toute façon, la solution aurait été d'abattre l'araignée. Mais le truc, c'est qu'en fait, là, il y a beaucoup de gens qui ont un peu pris ça aussi comme un truc anti-euthanasie et tout ça. Alors que je pense que c'est pas du tout le but de l'épisode. Mais je pense qu'en fait, oui, il aurait peut-être fallu avoir le docteur qui fait une remarque sur le fait qu'il y a peut-être moyen encore de trouver une autre solution. Voilà, ça, c'est pas forcément fini en fait. Là, on voit que le docteur est complètement perdu. Elle arrive comme ça avec ses trucs, elle fait « Ah, elle est en train de mourir, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et là, t'as l'autre qui arrive, qui met le coup de grâce et tu te dis « Bah, le coup de Grace. » Et du coup l'araignée meurt, mais est-ce que c'était pas le mieux à ce moment-là? Elle était mal en point, quoi. On pourrait parler des épisodes pendant des heures. Ah, mais faut pas nous lancer, hein. Mais il faut quand même passer à l'épisode 5. The Tsuranga Conundrum. Votre Tsuranga Conundrum, c'est assez simple à dire au final. On s'en fait des montagnes. Oui, bah on avait vraiment du mal au début, mais je crois qu'on finit par s'habituer. C'est comme The Battle of Ransquare of Colossus. Ah non, mais ça par contre, j'arriverai jamais. Je sais pas, c'est le très bas du panier là quand même pour la saison. C'est du bateau en fait. Non, c'est un vaisseau spatial, Pauline. De toute façon, il n'y a qu'une seule chose dans cet épisode qui le porte un peu, c'est le pitting. Oui, non mais c'est ça. Qui est assez original dans sa façon d'être, puisque c'est un petit truc qui va bouffer le vaisseau. Mais l'épisode en lui-même est très bateau, quoi. Bah non, mais non, c'est un vaisseau spatial. J'aimerais juste revenir sur un truc qu'on a dit dans le HO, et en fait, en le revoyant avec des sous-titres, on s'est rendu compte qu'on avait
mal compris en fait. On a dit qu'il y avait beaucoup de blabla pseudo-scientifique, alors qu'en fait, c'en est pas. C'est juste que comme on a vu en anglais, avec des sous-titres anglais... On était peut-être fatigués à ce moment-là. Ouais, peut-être aussi, mais du coup, c'était des termes de physique qu'on ne connaissait pas. Donc en fait, en français c'était quand même plus simple d'essayer de se raccrocher à des trucs qu'on avait pu voir en physique. Là on les connaissait pas en anglais. Et on a dit mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Et en fait on parlait surtout du début d'épisode. Hein. Ouais. Mais en fait c'était beaucoup de blabla tout court. Les personnages du frère et de la sœur, j'ai pas du tout attaché. Et ça joue beaucoup pour la fin de la résolution de l'épisode. Et donc du coup quand à la fin c'est eux qui arrivent et vont ouais on va résoudre tout le truc. Bah, le truc le plus touchant à propos d'eux, c'est quand elle est morte et qu'ils lui font un hommage. L'hommage est très beau, j'aime beaucoup cet hommage très universel en fait. Et il y a un deuxième truc qui m'a pas plu, c'est aussi ce faux retournement de situation quand le docteur comprend que le pitting n'est pas là pour eux, mais qu'il est là pour bouffer en fait. Oh, qu'il est là pour bouffer, qui se nourrit d'énergie. Bah... Il y a le docteur à un moment est comme ça, et puis d'un coup elle fait mais oui, j'ai compris, mais tout le monde a compris. Ou alors on est super intelligent, mais je pense que tout le monde avait compris que le pitting était là pour bouffer le vaisseau et qu'il avait rien contre eux. Même sans avoir saisi le truc de l'énergie, bon, qui semble assez logique parce qu'ils disaient quand même, bah ils vont aller bouffer le moteur, le tournevis sonique, il a recraché la carcasse pour juste bouffer l'énergie dedans, ça commence à faire beaucoup, mais ça à la rigueur, mettons. Mais le truc c'est que ils sont persuadés jusque-là que le pitting vient les manger. Non, pas les manger, puisque... Non mais vient les tuer, veut les tuer, ouais, et en gros bouffe le vaisseau pour les tuer. Mais c'est pas du tout logique en fait. Non, c'est pas logique. En plus, le docteur dit elle-même s'il voulait nous tuer, il l'aurait déjà fait. Enfin, je suis en train de dire ça, mais en fait, ça se trouve, elle dit ça dans un autre épisode et je m'embrouille. Mais en plus, c'est censé être le gros retournement de situation. Mais c'est ça, alors que bah non, on n'était pas bien entendu. Qu'est-ce qu'il y avait de bien dans cet épisode du coup? Bah, le pitting, Yos, pardon, pas Yas. J'adore toute la partie avec Yos, Graham et Ryan. C'est vrai que son histoire est assez touchante et en plus, ça le ramène à l'histoire de Ryan avec son père, un peu. Et donc, sur cet épisode, on a mis 6,4. Quoi, tout ça? Bah ouais. Pour moi, il méritait moins de 6. Bah moi aussi. Et les gens ont mis 6,1. Les gens ont aimé le pitting, mais vraiment ont aimé, ouais, il y a que ça. Et les gens qui ont pas aimé le pitting. Le pitting c'est tellement... c'est qui tout double quoi, enfin c'est tellement particulier. Je me souviens quand on l'a vu, mais on a éclaté de rire, on s'est dit mais quoi, mais qu'est-ce qu'ils sont venus nous mettre là? En plus on s'attendait à un monstre à la Alien, et en fait bah, quand on voit ce petit bonhomme qui monte son cul dès le premier... Premier plan c'est ses fesses hein, quand même. Mais du coup un épisode qui est quand même dans le bas du classement. Ouais, totalement ouais. Et en parlant de... bas du classement, passons à l'épisode suivant qui n'est pas dans le bas du classement, épisode 6. Demons of the Punjab. C'est un épisode historique, un deuxième épisode historique, mais qui est pas la même chose, ouais, qui a un truc différent par rapport à Rosa. Rosa Parks, c'est vraiment l'histoire de Rosa Parks qui était racontée. Donc là, ici, on a une histoire avec un petit H. Dans l'histoire avec un grand H en fait. C'est un épisode qui est à la fois très doux et très dur dans la façon dont c'est fait. C'est abordé vraiment avec beaucoup de douceur cette histoire. On s'accroche vraiment beaucoup aux personnages, je trouve pour le coup. Bon, moi personnellement, je m'accroche beaucoup aux personnages. J'ai eu peur avec les Tigériens. Quand il y a eu les flashs au début, c'était super la première fois qu'on les a vus. Et je pense que ça, moi, c'est ce qui m'a gâché l'épisode quand la première fois qu'on l'a vu. La première fois. C'est qu'on a vu ça, on a fait oh là là, c'est des monstres à la RTD ou à la Moffat. Qu'est-ce que ça vient faire là, tout ça. Le pire, c'est que c'est fait exprès. J'imagine que la personne qui écrit ça, Vinay Patel, a voulu vraiment mettre des monstres comme ça pour faire genre... pour les prendre à contre-emploi derrière, en fait. Vraiment pour retourner leur situation. Bah ça, ce qui est malin, parce que dans l'histoire, ça marche bien, sauf que nous, ça nous a tellement bloqué de base que c'est vrai qu'au premier visionnage, on était un peu... Vraiment, cette première fois, j'avais cette frustration qui m'avait un peu gênée. Alors, j'avais adoré l'épisode, hein, mais ça m'avait un peu gênée, ça m'a un peu frustrée. Et le truc, c'est qu'en fait, quand on les a vus les fois suivantes, à chaque fois qu'on l'a revu, j'étais de plus en plus touchée par cet épisode. Là, on l'a regardé à nouveau cette semaine. Une mare. J'ai pleuré comme une madeleine. Moi, j'ai jamais pleuré sur cet épisode, quoi. Oui, mais toi, t'as un cœur de pierre. Moi, je suis un homme, moi. Mais toi, c'est difficile de te faire pleurer. Et Julien qui me regardait en se marrant en disant tu pleures. Il est mort. Il est mort. Il regardait, il se foutait de moi parce que j'étais émue par l'épisode. Mais t'as pas honte? Maintenant, j'ai vraiment du mal à me décider si mon préféré au troisième visionnage, c'est Rosa ou Demons of the Punjab. Sachant que la note qu'on lui a mis, c'est 7,6. Ah oui, alors est-ce qu'on peut relativiser s'il te plaît? Bon attends, la note que moi j'ai mis, c'est 7,2 et toi tu as mis 8. Oui, c'est quand même un peu mieux, me semble-t-il. Non mais franchement pour moi,
il mérite d'avoir plus que 9. Moi, C'est mon avis personnel. après deuxième visionnage, je pense qu'il mérite mieux. Maintenant, c'est pas mon préféré de la saison. Pour moi, il vient se placer après 3 autres. Les gens ont mis 8. Donc comme toi, ils ont beaucoup aimé. Et la réalisation du coup? Oui, on en a déjà parlé un peu, mais les musiques dans cet épisode, elles sont vraiment géniales. Enfin, avec en point d'orgue, cette musique finale, le thème de Doctor Who en version indienne. Je vais vous la refaire. Vous voyez, c'est bien fait quand même. Il est bon Seguna Kinola parce que nous. Et en fait, c'est cet épisode-là où on ressent, où beaucoup de gens d'ailleurs ont ressenti que la musique permettait l'ambiance en fait. Et en fait, c'est pareil sur tous les épisodes, sauf que cet épisode-là, l'ambiance est tellement particulière que la musique d'ambiance marche bien. Seguna Kinola a vraiment fait des musiques différentes pour chaque épisode pour coller à l'ambiance et c'est vraiment excellent. On avait vraiment l'habitude des musiques orchestrales. Et là, c'est pas des musiques orchestrales et ça fait une grosse différence. Enfin, c'est toutes des choses comme ça qui font qu'on a complètement changé d'ambiance musicale et je comprends totalement qu'on n'adhère pas. Personnellement, j'adore ce changement, j'aime bien le changement, j'aime bien qu'on me propose de nouvelles choses. Et vraiment, cette musique donne de la cohérence à la saison, tout en étant différente à chaque épisode, c'est ça qui est fort. C'est fort. En chocolat. Ah, chacun ses rêves. Ma scène préférée dans cet épisode, c'est Graham qui parle à Yaz. Et c'est là où on voit la puissance du personnage de Graham, je trouve. Ce personnage qui est plus vieux que les autres, qui est plus réfléchi, qui a du recul sur ce qui se passe un peu. Et qui a vécu beaucoup de choses. Et quand Yaz dit, pour récapituler la scène, Yaz dit mais pourquoi ma grand-mère me ment? Pourquoi elle me ment? Pourquoi elle m'a jamais raconté toute cette histoire? Et Graham dit mais la personne que tu as là à côté de toi, mais c'est pas ta grand-mère, c'est elle jeune en fait. Et en vieillissant, elle sait où elle doit mentir, elle a peut-être pas envie de raconter toute sa vie, c'est une personne... Et la scène est tellement... Les mots de Graham sont tellement bien choisis. Et moi, c'est la scène que j'ai préférée de toute la saison. C'est celle qui m'a le plus touché. Ouais. Mais elle me parle, je me dis, c'est vrai que les gens changent, et que voir ce personnage... Même qu'à la fin, il y a beaucoup de gens qui ont reproché ça, mais à la fin, ils disent « Ah, ils reconnaissent pas sa petite fille, alors qu'avec les aventures qu'elle a passées avec et tout ça. » C'est passé 80 ans avant. Mais ouais. Prescriptions. Moi, mais des gens, il s'est passé des choses exceptionnelles dans ma vie il y a 10 ans. Je ne saurais pas avec qui je les ai passées, ces choses exceptionnelles. Je ne connaîtrais pas la tête des gens, quoi. Je vais prendre l'exemple de ma grand-mère, qui est plus âgée que Umbrine. Et quand elle voit des photos d'elle jeune, ou parfois on lui montre des photos qui ont été prises dans son village quand elle était dans quand elle avait 20 ans, quoi. Et elle va reconnaître vraiment ses meilleurs amis sur l'image avec qui elle a passé 40 ans de sa vie. Les autres, elle va pas les reconnaître. Et par exemple, alors qu'elle a vécu avec eux. Et ce qui est assez bizarre aussi, c'est qu'elle va reconnaître aussi des détails, tu vois. Oui. Des choses qui lui ont marqué, mais qui ont aucune importance. C'est ça, genre, ah mais oui, je me souviens de cette robe qu'avait ma sœur, qu'elle a portée que pour ce mariage-là. Non, mais c'est la mémoire, en fait. Ouais, c'est une question de mémoire, et même si elle a vécu des choses exceptionnelles, peut-être que si elle voyait le docteur avec Yaz, elle ferait peut-être plus ce rapprochement. Mais là, c'est sa petite fille, elle l'a vu grandir en plus. Bah oui, pour elle, je pense qu'en fait, on n'a pas d'enfants, donc on sait pas vraiment quand ça se passe, mais je pense que quand tu as des enfants et après des petits-enfants, tu gardes toujours l'image d'eux quand ils étaient petits, en fait. Ça reste toujours tes bébés, enfin, c'est toujours ce truc quand même qui nous énerve quand nos parents ils nous disent « Mais t'es toujours mon bébé !» Mais je pense que c'est ça, c'est qu'en fait, elle voit toujours Yaz comme une enfant, en fait, je pense. J'ai envie de parler d'un truc, c'est de la meilleure utilisation du tournevis sonique dans cet épisode. C'est, je prends le tournevis sonique pour défaire un nœud. Et ça, c'était vraiment important. Alors, le docteur utilise beaucoup... Ça fait un joli plan quand la corde tombe, mais c'était pas nécessaire. Le docteur utilise beaucoup son tournevis sonique dans cette saison. Ça a été beaucoup reproché aussi. Je pense pas, moi. Je pense qu'elle l'utilise beaucoup, mais pour de l'analyse. Et le tournevis sonique fait partie du docteur. Alors, plus ou moins selon le docteur, genre Capaldi l'utilisait beaucoup moins. Mais là, c'est un docteur qui utilise son tournevis sonique, pourquoi pas. Elle l'utilise pas comme baguette magique. Et ça, c'est le principal pour moi, c'est pour ouvrir des portes. Okay. Et pour analyser. Pour enlever un nœud, c'est un peu... sur ce coup-là, oui. Tu comprends pas pourquoi ils ont fait ça, ils avaient envie, c'était leur petit délire. Si on faisait le tournevis sonique pour enlever le nœud. Mais c'est vrai que par moments, il y a des trucs comme ça, mais c'est majoritairement de l'analyse. Et ça, je trouve que c'est un usage normal de tournevis sonique, en fait. En fait, le fait... Tu sais que le docteur a ce tournevis sonique, ça me paraît bizarre qu'il l'utilise pas, en fait. Je me dis... elle arrive dans une pièce, elle sort son tournevis sonique pour analyser. Ça paraît logique en fait. Oui, c'est vrai que ça paraît logique vu comme ça. et en fait,
le fait de, si elle ne l'utilisait pas, tu dis, mais pourquoi elle n'essaye pas d'analyser avec son tournevis sonique? Et la fin, du coup, ce coup de fusil final, c'est dur quand même. La saison, rien qu'à d'y repenser, j'ai une boule au ventre. Hein. Les épisodes historiques ont quand même ce côté dur. Tous, hein, les trois. Les trois, ouais. Ils ont vraiment ce côté qui prend aux tripes, quoi. Enfin, En fait, comme ils sont assez sobres, la violence ressort encore plus que justement si on avait mis des tonnes d'épiques autour, vraiment la musique. Oh, oh, oh. Non mais t'as reconnu ça. Non mais le truc c'est que là en fait on est vraiment basé sur de l'émotion simple, pure un peu, et où du coup beaucoup plus proche de nous en fait, et auquel on identifie des situations qu'on a vécues. C'est comme le truc de l'enterrement de Grace. L'enterrement de Grace, ça marche vraiment comme ça ressemble vraiment à un enterrement et ça nous rappelle des souvenirs, ce genre de choses, et on se sent pas bien en fait, véritablement. C'est pas quelque chose de spécifique à cette saison, hein, bien sûr. Non, c'est pas spécifique dans toutes les saisons. Hein. C'est sûr que c'est pas spécifique à cette saison, mais disons que dans cette saison, je trouve que en tout cas, ça arrive régulièrement et que c'est très bien mis en place. Quand on raccroche à Montréal, à des choses que j'ai vécues, que je peux imaginer facilement parce que je sais que mes proches l'ont vécu. Mais du coup, j'ai beaucoup plus attaché ça. Du coup, ça explique beaucoup aussi pourquoi des gens ont moins aimé que d'autres en fait, les épisodes peut-être. Et cette saison. Parce que ça raccroche trop au réel. Est-ce qu'on a dit les notes de celui-là? Oui. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas dit ce que les gens en avaient pensé? 70% des gens qui ont fait le suivi. Après, tout est très bien. Enfin, c'est vraiment ouais. L'histoire un peu au-dessus, mais sinon. Même le rebondissement, qui est la partie où il y a eu le moins de votes pour ça, 53%, c'est déjà énorme quand même. C'est-à-dire que la moitié des personnes sont contents pour tout. Eh bien, écoutez, vu qu'on est content, c'est comme si on venait de recevoir un colis. Alors, on passe à l'épisode suivant. Ça n'a plus aucun sens. J'en ai marre. Kerblame. C'est l'épisode de la saison qui ressemble... Enfin, après, il y a le 10 qui a aussi des côtés comme ça, mais Kerblame, c'est vraiment l'épisode type de Doctor Who. Quand on pense à un épisode de science-fiction de Doctor Who, on pense à un épisode type Kerblame. C'est plus compliqué que ça, mais il y a quand même ce côté, par exemple, les robots, qui font très penser à des robots de l'époque R.T.D. Moffat, encore une fois. Encore plus que dans l'épisode précédent, je trouve, avec les aliens qui vous ont pensé à ça. Là, les robots... Mais c'est exactement ce qu'on pouvait avoir sur la période tenante de Matt Smith en fait. Les Smilers ont pensé beaucoup à ça. Les Smilers, oh tu mettras une photo. The Below, quelque part, ouais, apparemment c'est sur moi. Y a pas que ça, il y en a plusieurs, mais j'ai pas les noms qui me reviennent. Des trucs dans le Titanic. Oh oui, je sais plus comment ils s'appellent les anges là. Ils sont là. Là, c'est clairement l'ordinateur qui utilise la ressource qu'il a pour combattre le vrai méchant. Alors que les autres, bon, t'as aussi des histoires de politique, par exemple pour The Beast Below qui se mettent derrière. Mais c'est trois façons différentes en fait de voir la chose, donc je trouve que c'est des bons exemples. Et donc ces méchants-là, on va partir dans l'ordre dans l'épisode, c'est des robots, je pense que directement on se dit ah c'est les robots, c'est les méchants, c'est eux qui vont... On se dit ouais, ça va être un peu stéréotypé. Ils ont un sourire qui fait peur, ils sont toujours en train de surveiller et c'est filmé de façon à dire regardez c'est les méchants. On commence à se dire ah mais en fait ça pourrait être la direction. On passe vraiment bien, l'enquête est vraiment bien gérée à ce niveau-là. On sait pas. J'ai trouvé qu'elle avait des problèmes de rythme personnellement l'enquête. Ouais, peut-être. Au début ça va très vite, après c'est assez lent et puis après ça rush la fin est trop rushée à mon goût, mais elle est bien. Mais je trouve qu'on aurait pu s'apesantir un poil plus dessus. Vraiment, à aucun moment on se dit... que ça va être le concierge. On se dit que ça va être le concierge, après c'est fait exprès, mais on hésite vraiment, on se dit mais est-ce que c'est des robots? Est-ce que c'est la direction? On rejoint vraiment le truc du docteur qui dit personne ne suspecte le concierge. C'est totalement ça. Et c'est ça qui est bien fait encore, c'est une question de détail. En fait, le docteur est placé normalement à la maintenance. Et donc c'est le système qui le place à la maintenance, ce système qui appelle à l'aide, qui le met à la maintenance. Voilà, c'est ça, le système lui dit c'est là que tu dois regarder. Sauf que le docteur, en fait, comme est persuadé que le problème est probablement dans le système, reste à surveiller un peu tout, ne pense pas que c'est le système qui essaie de l'aider. Et du coup, comme elle échange avec Graham, c'est Graham qui se retrouve là. Et je trouve que c'est pas une critique d'Amazon. Non, mais je pense pas que c'était particulièrement pour critiquer Amazon. Je pense que c'était juste le background, ça ressemble à Amazon. Je pense pas que le but était de dire Amazon c'est pas bien. Le docteur aurait pu faire quelque chose, mais le docteur a rien à faire là-dedans en fait. Bah oui, ils prennent 10% d'employés, ça reflète beaucoup ce qui se passe aujourd'hui en fait. Hein. C'est ça. Je pense que le but c'était plutôt que de critiquer, de faire un reflet de ce que c'est pour laisser les gens réfléchir à ce sujet. Je pense que l'épisode en lui-même n'avait pas pour vocation de dire c'est pas bien.
parce que le docteur s'en sert et tout ça. Et qu'en même temps, de pas forcément dire que c'est parfait non plus, parce qu'il y a quand même des critiques contre le fait que la robotisation... De surveillance H24, voilà, c'est le fait de rester là super longtemps. Les gens, enfin, il n'y a pas besoin qu'à la fin il y ait une résolution pour que les gens puissent réfléchir au côté Amazon du truc. Et... Ça repart sur une autre idée, plutôt que l'idée de l'entreprise ferme qui du coup met plein de gens au chômage. Alors visiblement, il y a déjà beaucoup de chômage dans cette histoire-là. C'est en gros, on fait... toute la reconstitution, enfin on reconstruit en fait la société. Si, ils disent quand même que c'est clairement un problème de chômage dans leur société. Oui. Mais le truc c'est que là, on part sur, on va revoir toutes les bases de notre vision humaine de la boîte. Et je trouve que c'est plutôt positif, qu'en gros, plutôt que de détruire ce qui existe et qui n'est pas forcément bon, et en fait on repart de zéro et on refait les bases pour l'améliorer humainement en fait. Je vais rajouter quand même que ça reste très positif dans l'idée, mais on se dit ouais le directeur c'est un gros con et au final c'est juste un patron, patron lambda, ouais. Oui, qui est obligé de resserrer la vis, alors qu'au final c'est juste un humain quoi. Enfin, et la RH en soi c'est plutôt bien fait ça je trouve. Ah oui, mais moi c'est le 3e épisode de mon enfin tout à l'heure j'ai dit 4 épisodes, c'est celui qui viendra en 3e en fait. Pareil que pour Rosa, c'est dans le détail, tout est joué dans le détail et je trouve que ça marche bien. On n'a pas bossé en usine, mais moi j'ai fait des vidéos dans des usines, donc je sais à peu près comment ça marche et c'est vrai que j'ai vraiment retrouvé l'ambiance. Après, il y a des moments, je me suis dit, non mais ça c'est pas réaliste, ça marche pas comme ça dans une usine. Genre les chariots, tu peux pas interchanger ton chariot, tu peux pas garder ton chariot en interchangeant ton truc. Ça ne marche pas comme ça dans une usine. Il y a un problème à l'arrivée. Est-ce que t'as essayé de sauter dans les conduits genre... Non. Une scène que j'adore aussi, c'est quand ils se tapent dans la main et t'as l'autre qui tombe. Mais c'est génial. Des effets spéciaux approximatifs sur cette scène-là, mais ça donne aussi son charme, ça rajoute le côté kitsch qu'on a. Ça fait vraiment un épisode de Doctor Who de la période RTJ. Et cet épisode, du coup, on lui a donné 7 pendant les shows. Ah, il mérite plus. Il mérite plus, je trouve. Et c'est moi qui lui ai donné 6,5. Bah écoute, pour moi, il mérite 8, je dirais. Ils ont donné 7,5. Ah ouais, bah écoute, comme nous, du coup, à peu près. Non, parce que je me suis encore trompé. Nous, on a donné que 7. Les gens ont aimé la Team Tardis et l'histoire, et ils ont pas aimé rien. 47% de rien. Après, les rebondissements et autres personnages, il y a eu quelques votes. En lisant vite fait, il y a ce truc de Fez. Au début, mais c'est génial. C'est génial. Il y a beaucoup de références dans cet épisode-là. Et mais même dans tous les... Enfin, pas dans tous les épisodes, mais dans beaucoup d'épisodes, il y a quand même des trucs qui rattachent à Doctor Who. Ouais. Mais généralement, c'est plus discret que là, quand même. Bon, là, le Fez, oui, c'est gros comme une maison, je sais pas. Oui, une maison, c'est ça l'expression. Ou un camion, je sais pas. J'ai bien aimé la référence du Fez parce que il y a un moment où Matt Smith dit « Faudrait que je m'en commande un ». Oui, et donc je trouve que c'est rigolo de le faire ce moment-là où le docteur a enfin reçu son Fez qu'il a commandé je sais pas combien de centaines d'années avant. Et aussi un truc, le papier bulle. La nouvelle coqueluche des fans, on l'a dit dans la show, c'est bien quand ils prennent des éléments du quotidien et qu'ils te les transforment en... Qui ruinent. Je sais pas si dans ma vie, quand je verrais du papier bulle, je penserais pas à Kerblam en fait. Mais ouais, on dirait, oh si je l'éclate, ça va exploser. Et si on passait pas à l'épisode 8, parce que là on est en train de vieillir, tu vois. Et depuis le temps qu'on a commencé cette vidéo, je me sens beaucoup plus vieux. Et donc on s'est déjà pris 2 heures dans la gueule. Hein, ouais. Et on va passer à l'épisode 8. The Witchfinders. Bienvenue à Pendle Hill, petite bourgade du Lancashire. Épisode historique, 3e épisode historique qui est encore une fois différent du premier et du deuxième. C'est une histoire d'alien en fait. Ouais. Et c'est pas le cas de... Et là ça s'appesantit moins sur l'histoire avec un grand H en fait. Oui. On parle, enfin voilà, les sorcières, hop. C'est les sorcières, il y a le roi Jacques, personnage historique, il est là, donc ça nous met vraiment le contexte est fort, mais on est là pour parler d'invasion alien. Le gros point fort de l'épisode, c'est quoi? Le roi Jacques? Bah oui, c'est le roi Jacques, c'est l'acteur qui joue le roi Jacques qui est vraiment génial. Kevin, merveilleux. Et moi personnellement, il me fait penser à Soldid dans Hands of the Diamond. Il y a une photo là. Je suis Soldid maintenant. Alors c'est un personnage classique qui est pas du tout aimé. Do not touch the sacrifices. Il est pas aimé parce qu'il joue de façon théâtrale dans un épisode. Cabotine à mort. Ça m'a plu à l'époque et ça plaît toujours pas aujourd'hui en fait. C'est un personnage dont tout le monde se moque. Et je trouve que ce personnage de roi qui joue moins dans l'extrême mais qui joue à peu près de la même façon est adoré. Witchcraft. Oui, il y a un moment, il a exactement la même intonation et tout. En gueulant Witchcraft en courant dans les bois. Le truc c'est que là,
il est inclus dans l'épisode en tant que tel en fait. Il est vraiment, enfin avec les musiques derrière qui sont un peu rigolotes quand c'est lui et tout ça, ça joue sur le fait que ce personnage est caricatural, ce qui n'est pas le cas sur Hounds of Nine Months, où c'est vraiment lui qui a fait son truc, et je le trouve brillant. Mais c'est vrai que du coup, surtout à l'époque, il y avait très peu de personnages comme ça, et ça faisait vraiment... Beaucoup de gens ont trouvé ça très dissonant. Ouais, je trouve que Doctor Who manque un peu de personnages en couleur. Hauts en couleur, qui sont très pétillants, qui sont très... je sais pas comment expliquer, mais différents, pour revenir au prince, au roi Jacques. Ouais. Il est quand même génial avec sa relation avec Ryan. Oh oui. C'est en fait, j'ai envie que Big Finish il fasse un spin-off, le roi Jacques et Ryan. et cette fin, en fait, où le roi Jacques demande à Ryan, j'ai une dernière requête, j'aimerais que tu m'accompagnes dans mes aventures et tout ça. Ça fait tellement classique, les épisodes classiques se terminent, enfin, les compagnons dans les personnages classiques partaient tout le temps comme ça. C'était un mec random dans un épisode qui faisait, ah oui, tu viens avec moi, et puis la personne faisait, ah ouais, c'est parti. Puis, toujours sur le roi Jacques, parce que c'est vraiment le point fort de l'épisode, toute la vision du sexisme. En fait, c'est la première fois, parce que c'était un truc où quand Jodie Whittaker a été annoncée, tout le monde craignait que ça allait que ça allait dénoncer le sexisme dans tous les épisodes, alors qu'en fait, elle parle très peu de son genre. Et ça lui arrive forcément, comme n'importe qui. Oui, comme Capaldi disait, mais non, je suis toujours jeune, en se croyant toujours aussi jeune physiquement que Matt Smith. Mais le truc, c'est que là, c'est vraiment l'épisode où elle est gênée par le fait d'être une femme, où en fait, on lui l'empêche de faire quelque chose du fait de son genre. En fait, le fait que ce soit fait uniquement sur cet épisode-là renforce le message antisexiste transporté là-dedans. Et du coup, je trouve que c'est l'épisode qui est le plus engagé là-dessus, en fait. Alors que quand tu le regardes en tant que tel, tu ne sens pas vraiment. Bah, au niveau féminisme, oui. Après, je trouve quand même que genre dans Rosa, de manière globale, c'est un épisode plus engagé. Mais c'est vrai que niveau féminisme, c'est celui qui en parle le plus frontalement, quoi. Et donc qu'est-ce qu'on peut parler? On peut parler par exemple des effets spéciaux. On s'est un peu moqué du maquillage de la Morax, mais il est quand même bien fait. Ah et oui, genre les créatures de la forêt surtout, enfin les créatures de la forêt, c'est pas, je sais pas comment les décrire. Les créatures de la forêt. Les créatures de la forêt. Non, les sorcières quoi, les mortes qui sont possédées. Ouais. Elles sont les maquillages sont sublimes. Les maquillages sont beaux, c'est bien joué. Et vraiment, il y a ce côté sorcière. C'est encore du détail. On regardait Sabrina à la même époque, la série Netflix. Et en fait, il y a le même genre de scène. On peut pas spoiler, c'est chiant. Non, mais il y a des scènes qui ressemblent. Bref, c'est un truc sur les sorcières et il y a des scènes qui ressemblent vraiment entre les deux. Et en fait, l'épisode de Doctor Who reprend vraiment ce thème sorcière. Mais la mythologie des sorcières est utilisée parce que c'est vrai que du coup, on regardait Sabrina en parallèle et on disait ah c'est rigolo, c'est vraiment exactement le livre de démonologie. Mais oui, en fait, il y a plein de détails qui sont repris, qui sont vraiment l'essentiel de la mythologie des sorcières est repris et c'est pour ça que c'est même plus simple. Le roi Morax quand elle coupe l'arbre Becca Savage, qu'est-ce qu'il fait? Il vient la piquer à un endroit et ça fait une marque. Ça fait la marque du démon. Ça fait la marque du démon en fait. Mais du coup, c'est tous des petits détails comme ça qui reprennent la mythologie des sorcières. Et du coup, l'épisode, on lui a mis 6,8 et les gens lui ont mis 6,9. On en pense à peu près pareil. C'est un épisode sympathique, c'est un épisode qui a beaucoup de qualités, qui a aussi des défauts. C'est un épisode normal de Doctor Who en quelque sorte. Enfin, c'est pas qu'il est normal dans le sens, c'est pas l'épisode type de Doctor Who qu'on verrait. Oui, c'est un épisode de Doctor Who. Voilà, c'est un épisode de Doctor Who. La qualité d'un épisode de Doctor Who. Ils ont aimé l'histoire et la Team Tardis. Ils n'ont pas aimé les rebondissements. Oui, parce qu'on n'a pas parlé de la fin de l'épisode, mais c'est vrai que cette fin est très précipitée. Elle reprend toujours ce thème des sorcières avec Burn the Witch. Avec les torches, les torches brûlées, et on va brûler. Mais c'est vraiment précipité, et c'est ce qui gâche beaucoup l'épisode. C'est vrai que ce rebondissement final va trop vite. Je pense que l'épisode aurait été plus apprécié s'il avait pris plus de temps pour développer sa fin et aurait fait un truc moins précipité. Et bien, en parlant de précipité, précipitons-nous vers l'épisode 9. It takes you away. Transition de pire en pire. Hein. Alors, It takes you away. Alors moi, c'est mon coup de cœur. Avec Rosa. En plus, ça commence quand on voyait le trailer avant, ça faisait film d'horreur en fait. Ça donnait vraiment cette impression, ça allait être Evil Dead ou je sais pas trop quoi. Ce genre de film avec une cabane dans une forêt et qui fait peur. Et le début commence exactement comme ça. Ça reprend vraiment les codes. Pas en film d'horreur, c'est du Doctor Who. Oui,
Voilà. Mais ça prend les codes du film d'horreur. Il y a quelque chose qui joue beaucoup dans l'impression très, très particulière qui se dégage de cet épisode, je trouve, c'est le grain de l'image, la pureté de l'image. On a vraiment des couleurs et un grain très pur, très lisse. Et en fait, je pense que ça joue beaucoup dans cette impression assez étrange qu'on a en permanence. On a beaucoup plus de couleurs déjà quand on arrive dans le monde au travers du miroir. Il y a plus de lumière en fait. Alors qu'au début c'est fermé et tout ça. Enfin c'est gris. C'est ça, ça joue beaucoup sur des nuances de gris, des nuances très pâles. Et ça joue beaucoup sur le déséquilibre de l'épisode. Le fait que ça paraît normal et en même temps ça paraît trop lisse pour être normal en fait. C'est un peu ça le truc. Mais d'un autre côté ça paraît trop lisse pour être normal, mais ce qu'il y a c'est que les gens, on aime ce qui est lisse, tu vois. On aime vraiment ce côté, le côté lumineux. T'as plus envie de rester, et l'univers justement rend ces choses plus lisses, plus lumineux pour que ça te donne plus envie de rester. Moi, oui, mais je veux dire, même dans le présent, on sent qu'il y a quand même ce côté lisse, pas dans le présent, mais dans notre univers. Il y a le même côté lisse avec des couleurs plus sombres, et où en fait, il y a toujours en fait ce déséquilibre, mais qui ne joue pas de la même manière. Qui est moins ce côté, on sent que c'est bizarre, mais on a envie de rester. Là, c'est vraiment, on sent que c'est bizarre, on n'a pas trop envie de rester en fait. Et il y a vraiment ce côté-là où tu veux fuir la réalité en fait. Il y a juste l'anti-zone, j'aurais aimé que ce soit plus bizarre. Ah, ça, oui, c'est mon point noir de l'épisode, c'est que j'ai apprécié l'anti-zone, mais j'aurais voulu vraiment partir dans un délire encore plus perché. Disons qu'on aime beaucoup les choses perchées, les choses qui nous, les choses qui nous secouent un peu, qui nous font réfléchir et qu'on va pas comprendre. Et moi je trouve que c'est ce qui manque à cet épisode. J'ai beaucoup aimé, et je dis que c'est un de mes préférés, et je pourrais le réécrire de A à Z de façon... Non mais c'est vrai. Julien, depuis la diffusion de l'épisode, il est ouais mais on aurait pu faire ça dans cet épisode, et ça. J'ai trop regardé Twin Peaks. C'est un peu ça. L'anti-zone, c'est une grotte. Alors oui, c'est bizarre, et on voit qu'ils ont voulu mettre un côté bizarre, mais on voit qu'ils sont pas allés jusqu'au bout de leur délire en fait. Le ballon rouge, la taille grandissante, enfin la taille des papillons de nuit qui viennent sur le ballon, qui sont énormes sur le ballon, puis après qui sont plus petites quand on les voit, puis après ils sont énormes. Ça joue beaucoup. C'est pareil pour l'univers parallèle, il est trop normal je trouve. Oui d'accord, il y a les morts qui reviennent à la vie, il y a quelques conneries comme ça, il y a une... Oui, non, avant la grenouille je parle. Oui. Je parle plus de ce moment où l'univers essaye de garder les gens. On devrait avoir plus de trucs qui paraissent dissonants. Voilà, qui peuvent montrer qui arrivent petit à petit bien sûr. Au début, il y a ce truc, puis après il se passe des choses un peu plus bizarres. En fait, que l'univers essaye de les garder d'une façon, mais qui n'y arrive pas vraiment en fait, et qui fait un peu n'importe quoi. C'est vrai que c'est le genre d'épisode où on peut faire tout ce qu'on veut, et je pense qu'en fait, ils ont été aussi un peu limités par le fait que c'est Doctor Who. Déjà, c'est un épisode très bizarre, c'était vraiment pas sûr que ça plaise aux gens. Et au final, ça a visiblement beaucoup plu, donc tant mieux. Mais je pense qu'ils se sont aussi un peu limités pour ça. Parce que c'est Doctor Who et que c'est pas une série que tu regardes pour être vraiment tout le temps... Quoi ? Et du coup, ils expliquent beaucoup de choses. Et donc cette fin avec la grenouille. Oui. Qui est, je pense, ma scène préférée de toute la série. Oui, donc moi je continue de réécrire mon épisode. La grenouille, j'aurais pas mis une grenouille, j'aurais mis quelqu'un... Enfin, l'univers est censé vouloir garder le docteur, j'aurais mis une tête qu'il connaissait. Quelque chose qui l'attire. Mais qu'on ne voit pas. Mais qu'on ne voit pas. Ça, je m'attendais à ce que tu dises, ouais, River Song par exemple. Non, mais c'est ça, c'est tous les trucs qui sont partis sur ouais, ça aurait dû être River, ça aurait dû être Suzanne. Oh, non, ça aurait été trop quoi. Ça aurait pu être bien, mais pourquoi Suzanne, pourquoi pas. River, non, enfin River, c'est pas un personnage important dans la vie du docteur. C'est sa femme, mais. Oui, enfin Marilyn Monroe, c'est sa femme aussi. Hein. Donc ils auraient pu mettre Marilyn Monroe du coup. Oh, Kameka. Kameka, c'est pas sa femme, ils se sont fiancés. Oh, River, ça aurait été logique dans la période Moffat. Maintenant, c'est fini, Moffat, c'est terminé. Et le truc, c'est que River, on la reverra peut-être dans 10 ans, mais là, il faut la laisser tranquille pour le moment. Et donc, du coup, la grenouille, pourquoi pas après. Moi, ça me plaît bien. Mais c'est marrant, et puis ça rajoute vraiment au côté bizarre de la scène. J'aurais juste aimé, du coup, peut-être que dans le premier épisode, Grace fasse une mention au fait qu'elle adore les grenouilles. J'aurais bien aimé qu'il y ait ce lien en fait fait avec le premier épisode. Et dans cet épisode, on a aussi le reverse de polarity par exemple. Oui. On parlait du Fez avant, maintenant reverse de polarity. C'est tous ces petits détails qui rattachent. Et tu vois, c'est aussi du détail ça. Oui. Et puis augmenter la mythologie des Time Lords en plus en parlant des 7 grands-mères du Docteur. Et ça, moi j'adore ça. J'adore ce passage. Nous, on a mis 7,8 et les gens ont mis 7,8. Ah bah ça tombe bien. Au moins, je peux pas me tromper dans les colonnes cette fois-ci, c'est ça qui. 7,8 ? Il
vaut plus que 8. Et c'est moi qui ai mis 7,5 et toi t'as mis 8. Le plus gros point fort, c'est la Team Tardis et l'histoire. Les gens ont surtout listé sur les deux, en point fort et point faible, la grenouille. Le design de la grenouille, c'est vrai que le design est assez particulier. C'est particulier, mais oui, ça marche bien dans tout le concept en fait. Ça marche avec le côté particulier, c'est pas une vraie grenouille en fait. Je pense qu'on pourrait parler beaucoup plus de cet épisode, mais que de là, tous, on en a marre. Et donc du coup, on va passer à l'épisode 10, on fera un bilan numéro 2, où on racontera plein de trucs. Et on va passer à l'épisode 9, je montre mon cahier là, 10. The Battle of Ranskoor of Kolos. Déjà, ça partait mal quand on avait 20 pages de notes. Déjà, il fallait se dire que ça commençait à poser quelques problèmes. Hein. On a regardé tous les épisodes en prenant des notes pour vous expliquer. En fait, ce qui est bien, c'est qu'à ce moment de cette vidéo, il n'y a plus grand monde. Bah, vous êtes tous partis de toute façon. Donc maintenant, on peut parler un peu tranquille. On peut dire, bah écoutez, pour l'épisode 10, on a pris beaucoup de notes et ça fait 4 heures qu'on est en train de tourner cette vidéo. Il y a la raclette, les patates, elles sont prêtes depuis 2 heures. Vous avez une version raccourcie qui est déjà très longue. Mais alors nous, on est en train de tourner depuis je sais pas combien de temps à recouper. Enfin bref, passons à l'épisode 10. The Battle of Ranskoor of Kolos, mais j'ai déjà dit ça. Je vais le dire aussi, The Battle of Ranskoor of Kolos. C'était le final, c'était le dernier épisode de la saison. Et ça n'avait pas le goût d'un final. Oui, on sait. Ben moi je trouve que ça avait un goût d'un final parce que moi j'en ai marre des finals qui en font des caisses. Et là, c'était bien. En plus je dis ça alors que les finals à la saison 9 et 10, je les ai adorés. Mais le truc c'est qu'il y a des fois, c'est bien. Et là, ça aurait pas eu de sens d'avoir un final énorme avec la saison qui était très lente, douce. Ça aurait pas eu de sens de faire un truc ultra épique. Et je pense qu'ils vont se rattraper sur l'épisode de Nouvel An Resolution, qui est bien parti quand même pour être plus épique. Et je pense qu'en fait, ils ont fait une montée en puissance. On a gagné en épique déjà avec It Takes You Away. Puis on a regagné en épique avec The Battle of Ranskoor of Kolos. Et pour moi, je pense que c'est pour mener encore plus épique sur Resolution. Je ne rejoins pas ton point de vue là-dessus. Je trouve que l'épique sur cet épisode est mal géré. On le ressent pas. Je pense que la Terre arrive là. On va détruire. Enfin, on va pas détruire la Terre. Enfin, si, ils vont la détruire au final. Mais on le ressent pas. Je pense que de ce point de vue-là, c'est vraiment le seul truc que j'aurais à redire par rapport justement au côté épique de l'épisode pour rajouter de l'épique et de l'enjeu de final. Juste montrer quelques plans sur Terre, mais même juste voir la famille Diaz assis autour de la table en train de manger, discuter bruyamment. Ouais, exemple, et là, il y a une ombre rouge qui arrive et ils se retournent et on voit leur tête horrifiée. Enfin, leur tête, c'est quoi ce truc? Rien que ça rajoutait de l'épique parce que ça mettait de l'enjeu sur le fait que la famille Diaz est en danger. Ça reste un bon épisode quand même, je sais pas si quelque chose. Je pense que cet épisode a pour défaut, et comme qualité aussi, d'être intemporel. C'est un épisode qui aurait pu avoir lieu sous l'ère de n'importe quel docteur, que ça soit classique ou new. Bon, pas de la même façon, pas avec les mêmes moyens, voilà. Mais l'histoire en elle-même aurait pu, pourquoi pas, le premier Docteur, ça aurait pu très bien lui arriver, le 7ème aussi, et pourquoi pas nous aussi. Enfin, c'est un épisode qui est intemporel, mais donc qui reste très classique dans sa construction pour être intemporel. Et du coup, c'est aussi son défaut. Oui, je suis plutôt d'accord avec ça par contre. Mais c'est pas un truc qui m'a dérangé, mais c'est vrai qu'on l'imagine bien dans n'importe quelle ère. C'est vraiment une histoire qui pourrait très bien aller un peu partout. Le fil rouge qui se termine bien sûr dans cet épisode. Enfin, le fil rouge, c'est un fil rouge. Le câble rouge. Appelons un chat. On peut dire le câble rouge par exemple, tu vois, ça change un peu. Plus gros qu'un fil, un câble. Bah, la ficelle rouge. La ficelle rouge. Enfin, c'était déjà bien concrétisé entre Graham et Ryan avec le fait qu'il l'appelle grand-père dans l'épisode précédent. Là, il lui dit vraiment qu'il l'aime. C'est beau. Et en plus, c'est tellement fait de la façon la plus logique qui soit, se dit ouais, je t'aime. Quoi? Non mais tu vas pas me faire répéter non plus, papy, tu me fais chier. Non, puis aussi tout le côté vengeance où en fait on arrive vraiment à la fin de l'acceptation du deuil. Là c'est bon, maintenant Grace, elle est morte, Tim Shaw, il s'est vengé mais pour autant il n'est pas tombé au même niveau, il est resté humain dans... Et en plus il a fait ça avec Ryan, ce qui est important aussi parce qu'en fait c'est tous les deux, ils ont mis en fait la symbolique derrière c'est vraiment que Ryan et Graham ont tous les deux mis le deuil de Grace derrière eux, donc ils vont continuer à vivre avec, mais ils ont résolu leurs problèmes avec en fait. Il y a juste les Hux aussi, je les ai trouvés sous-exploités. En fait, j'aurais aimé tellement voir plus leurs pouvoirs, je les trouve géniaux, ils sont super, les deux sont très attachants, ils ont des pouvoirs géniaux, mais j'aurais aimé voir plus leurs pouvoirs. Et je pense que ça fait partie du truc de Chibnall
d'avoir des personnages qui peuvent revenir en fait. Ils sont là maintenant, les Hux, ils existent, et même si ils sont pas très importants dans cet épisode-là, peut-être qu'il les fera revenir selon ce que les gens en ont pensé, tu vois. Et c'est pareil pour tous ces méchants, que ça soit n'importe quel méchant, il n'y en a aucun de mort. À part, je dis peut-être des bêtises, mais je pense qu'il y en a aucun de mort. Si, il y a Charlie de Carblam. Charlie Carblam. Ouais, mais bon, après. C'est assez différent, Charlie Carblam. C'était une explosion verte, donc peut-être que c'était pas une vraie explosion, on sait pas. Non, mais, mais même dans l'épisode précédent, l'entité est pas morte. Et moi, j'imagine tellement un autre épisode avec cette entité de It Takes You Away, comme j'imagine Tim Shaw revenir un jour. Et t'avais proposé un truc avec It Takes You Away, de faire en fait un épisode où le Solitract arrive quand même à revenir dans notre univers, mais où du coup... Une partie de lui arrive à revenir en fait. Ouais, et où en fait son seul but c'est de retrouver le docteur parce que c'est son ami, mais du coup fout un carnage sur son passage sans s'en rendre compte. Parce que c'est pas normal et que du coup tout le long de l'épisode on se dirait mais c'est quoi cette alien qui veut tout détruire, et en fait il chercherait juste le docteur. Ça serait trop bien. BBC, vous pouvez m'engager, je vous écris le scénario demain. Bon, juste on va aussi revenir sur Tim Shaw. Tim Shaw qui est beaucoup plus impressionnant dans cet épisode-là. Tim Shaw, dans l'épisode 1 c'est toujours un peu nulos et tout ça, mais où on l'avait vraiment pas aimé, et là avec l'épisode 10 il est vraiment montré de façon flippante. On se croirait dans Star Wars par moment avec les scènes où on découvre Tim Shaw et tout ça. Moi j'ai quand même... En fait, vu comment on l'a vu dans le premier épisode, j'ai du mal à le considérer comme le grand méchant. Enfin, j'ai du mal à l'imaginer comme un dieu. Enfin, c'est un faux dieu d'ailleurs. Ouais, mais après ils le connaissent pas, enfin ils voient juste un mec débarquer, ils connaissent pas grand chose. Ils voient un type qui débarque de nulle part, bah tu te dis c'est magique, oui, c'est oui, divin, oui. tu vois. Non mais je veux dire, j'ai du mal il me fait pas plus peur parce que je le connais dans le premier, je sais très bien qui c'est ce mec quoi en fait. Conclusion de cet épisode, on lui a mis 6,8, les gens lui ont mis 7,5. Oui, donc, mais toi c'est parce que toi t'as descendu, hein, parce que moi j'ai mis une bien meilleure note. Oui, moi j'ai mis 6 sur 10. Ouais, moi j'ai mis 7,7, donc je n'ai pas trop apprécié, j'avoue, c'est pas... Il était bien, mais voilà. Ça a manqué d'un grand chamboulement de final, je pense. Hein. Quelque chose qui te retourne un peu la situation, qui se retourne un peu l'esprit. Ça y était, mais ça m'a pas touché. Ça t'a pas touché, toi. Ouais. C'était une autre façon de faire que ce dont on était habitué. Donc ça marche ou pas, quoi. Les gens ont aimé, bien sûr, la Team TARDIS, comme d'habitude, l'histoire. La Team TARDIS plaît beaucoup, hein, visiblement. La réalisation, ils n'ont pas aimé les rebondissements. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu comme toi qui ont trouvé que ça manquait d'épique. Mais est-ce qu'on partirait pas quand même sur la conclusion ? La conclusion. Enfin ! Moi j'ai faim, j'ai une raclette qui m'attend. On a donné une moyenne de 7,25 sur 10 en moyenne aux épisodes. Sachant que à la saison 10, on avait donné 7,29, à peu près la même moyenne. Et à la saison 9, 7,47 qui est un peu au-dessus. Maintenant, la saison 9 et la saison 10 ont pour eux d'avoir de très bons épisodes où on a mis de très bonnes notes, et de très mauvais épisodes où on a mis de très mauvaises notes. Ce qui fait qu'on se retrouve... Alors que là, les épisodes sont quand même tous bons. Ils méritent tous leur 7 en fait. Il n'y a aucun très mauvais épisode. Il y a des très bons épisodes, mais pas au niveau des très bons épisodes des saisons 9 et 10 d'après moi. Mais il n'y a pas de très mauvais épisodes qui plombent la moyenne comme on a pu avoir sur la saison 9 et 10. Comme Sleep No More. Comme Sleep No More qui a complètement fait chuter la saison 9. Les gens, eux, ont mis 7,17. Donc on est pareil quoi. On est vraiment au même niveau. C'est la même chose. Non mais c'est là qu'on voit, je pense quand même que du coup, ça veut dire que nos notes sont plus ou moins représentatives quand même de ce que pense la majorité de notre communauté en tout cas. Sachant que pour conclure, je pense que les notes qu'on donne pendant les HO sont pas les mêmes que si on les refaisait aujourd'hui. Totalement pas, non. On l'a dit de toute façon plusieurs fois. Les notes seraient plus hautes je pense. Oui. C'est souvent comme ça. En fait, oui, là, c'est vraiment... Pour les saisons 9 et 10, on a plus eu ce genre de truc où on les revoyait en disant « Ouais, c'est quand même pas si ouf ». Justement, à cause de l'épique, qui fait de la poudre aux yeux un petit peu. Il y a eu des trucs où quand on a revu, on a fait « Ah non, en fait, c'est moins bien que dans mon souvenir ». Parce que sur le coup, j'étais « Waouh, c'est trop bien ». Et dès qu'on creuse un peu, c'est moins bien. Alors que là, c'est l'inverse. Là, c'est « Oh, je m'attendais à plus ». En fait, on voit, mais en fait, c'est super malin. Ouais. C'est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus dans le détail. Oui, c'est une façon complètement différente de faire. Des épisodes qui sont différents les uns des autres. Il y a des épisodes très classiques de Doctor Who, des épisodes très bizarres, qui changent. T'as des épisodes historiques qu'on n'avait pas eu depuis très longtemps. Pas de cette manière-là en tout cas. Je ne dénigre pas du tout la période Moffat, j'aime beaucoup la période Moffat, mais en fait je trouve... Non mais là ça faisait un petit peu genre, oh c'est moins bien qu'on regarde après. C'est pas vraiment ça.
C'est juste que c'est deux façons de faire en fait. C'est deux savoir-faire, c'est deux façons de penser la série, mais pareil, trois façons si on rajoute RTD. Et je trouve que c'est très intéressant, c'est justement ça qui fait la force de Doctor Who, d'avoir des choses aussi différentes. Et du coup, si tu devais faire un classement final, j'écris là, on écrit là. C'est mon classement, voilà, il y a les 10 qui sont mis. Et du coup, bah maintenant on va mettre aussi le classement des gens. Des gens. Waouh, il est beau. Waouh, magnifique. Donc les 4 premiers sont les mêmes, voilà. plus le final qui... on a demandé pour vous, est-ce que le graphique s'affiche? La meilleure saison, une des meilleures saisons, une bonne saison. Une saison moyenne. Une saison moyenne, l'une des pires saisons. Et la pire saison. Il y a plus de 80% des gens qui mettent que c'est une bonne, très bonne ou la meilleure saison. Ouais. Donc 80% des gens qui pensent ça, donc les 20% qui trouvent qu'elle est moyenne, et d'ailleurs, pour être exact, il y a 9% qui pensent qu'elle est bof, et le reste qui n'aime pas. Par rapport à la vague de négativité qu'on a pu voir, mais en fait c'est toujours la même chose, c'est que les gens déçus, et les gens énervés sont toujours plus bruyants que les gens satisfaits. Et on a été surpris même par ce nombre en fait, qui soit si élevé vu tous les messages qu'on a pu avoir. Quoi. On n'a pas eu beaucoup de messages négatifs sur la saison, mais c'est vrai que c'est ceux qui nous marquent le plus aussi. Ouais, c'est peut-être un peu ça en fait. Il y a beaucoup de messages positifs, mais ils sont noyés. En fait, un seul message négatif au milieu de 10, on va retenir celui-là. Et c'est dommage. N'hésitez pas en commentaire à donner votre avis à vous sur cette saison, qu'il soit positif ou négatif, hein, on n'est pas... Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par la première partie de saison ouais. et qui ont adoré la deuxième partie de saison, qui ont trouvé que la deuxième partie de saison rattrapée. Et bizarrement, la partie de saison pas écrite entièrement par Chris Chibnall, où il est juste showrunner dessus. Et je pense que c'est un signe qu'il faudrait peut-être déléguer. Après la prochaine saison, il va sûrement plus déléguer. Je pense qu'il voulait installer ses persos. Et moi, je pense que la saison globale se tient. Et je suis pressé de voir ce que va faire Chris Chibnall par la suite. Je suis pressé de voir l'épisode de Nouvel An, qui va parler, qui a l'air épique. Bah, d'ailleurs, on se retrouvera pour le HO à ce moment-là. Et... Donc, pour conclure, la saison, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, une très bonne saison. Alors, c'est pas ma saison préférée. Ça reste quand même la 9, mais c'est une saison qui est très bien classée dans mon classement personnel et dans mon cœur. Là en plus du coup de l'avoir revue 3 fois en si peu de temps, et ben en fait j'ai pas du tout le même rapport à cette saison qu'on a pu avoir avec d'autres où on la voyait pas forcément tout de suite ou alors on les binge-watchait d'un coup. Et c'est vrai que ça fait pas du tout le même rapport. Je pense que le fait qu'on les a regardés sur France 4, ça nous a aussi pas mal changé la vision sur la saison. Mais en tout cas, de manière générale, je trouve que c'est une saison qui est basée beaucoup sur les personnages, et comme j'ai adoré ces personnages, j'ai adoré les suivre en fait. Bravo! Moi je vais rajouter que Chris Chibnall a réussi son coup, que Jodie Whittaker a réussi à jouer son docteur à la perfection. Elle est incroyable. Pour moi c'est vraiment le docteur, dès le début je me suis dit c'est le docteur, et jusqu'à la fin de saison j'adore ce docteur. Les compagnons, j'ai envie de savoir la suite maintenant, qu'est-ce qui va leur arriver. Donc on te donne rendez-vous bientôt. Allez, salut. Bon merci de nous avoir suivis jusque là, c'est dans cette très longue vidéo. Très longue. En tout cas j'espère que ça vous a plu, que vous avez été content de la saison, que vous avez été content de nos vidéos autour aussi, parce que là ça nous fait plaisir. Et que vous avez été content de cette vidéo, même un peu trop longue. Si vous n'avez pas encore été mettre votre like, posez-le. Si vous voulez mettre un commentaire, n'hésitez pas. Si vous voulez vous abonner, c'est très bien aussi. Si vous voulez, je sais pas... Si vous êtes donnez sur Tipeee, sur Utip, les liens sont en description. Si vous voulez nous donner un pourboire, s'il vous plaît, pensez à moi qui vient de monter une vidéo qui fait 3h30 de rush. Et on va finir sur ces mots qui pour moi représentent très bien la série. Mange ma salade, carnaval.